Ma fille a été enlevée et a perdu la vie. Mon mari a pleuré jusqu'à perdre connaissance. Moi, alors que je serrais dans mes bras son petit corps déjà privé de chaleur, j'ai trouvé de manière inattendue dans la poche de sa robe un bouton de manchette que mon mari portait toujours sur lui. Cette nuit-là, quand il est rentré à la maison et qu'il a ouvert la porte, la scène qui l'attendait l'a laissé totalement pétrifié. L'odeur pénétrante du désinfectant m'a frappé de plein fouet, traversant les fines couches du masque chirurgical jusqu'à imprégner ma peau et mes cheveux. C'était l'arôme typique d'un hôpital, mais là, dans la salle des corps, il se mêlait à une autre essence plus lourde, celle d'une faim irréversible. La lumière fluorescente du plafond vacillait sans cesse, accompagnée d'un bourdonnement monotone qui se reflétait sur les tables métalliques alignées, froides et brillantes. Je suis resté immobile face au drap blanc qui couvrait une silhouette minuscule. Ma fille, ma petite Chloé, gisait là sans bouger, sans me demander de lui raconter une histoire ni courir vers la porte pour m'accueillir quand je rentrais tard du travail. La veille au matin encore, elle m'avait donné un baiser sur la joue avec sa petite bouche tachée de miettes de croissant, souriant avant de monter dans le car scolaire. Désormais, entre nous, s'ouvrait un abîme immense séparant la vie du silence éternel. À mes côtés, Stéphane s'effondrait dans un sanglot inconsolable. Ses gémissements résonnaient contre les murs de carreaux blancs, créant un écho sombre et déchirant. Il se frappait la tête contre la paroi, s'arrachait les cheveux avec désespoir et répétait encore et encore le nom de notre fille. « Chloé, ma fille, pourquoi » gémissait-il. J'ai observé mon mari d'un regard vide. Mes larmes s'étaient taries depuis l'instant où la police m'avait appelé pour m'informer qu'ils avaient retrouvé son corps dans un terrain vague à la périphérie de Lyon. Ma douleur ne se manifestait pas comme celle de Stéphane. Elle s'enfonçait, silencieuse, profonde, me brisant de l'intérieur et annulant mes sens. Lui continuait de pleurer, le visage empapé, complètement défait. Pour n'importe qui, il ressemblait à un père dévasté par la perte. Je me suis approché de la table métallique et, d'une main tremblante, j'ai touché le bord du drap. L'agent qui nous accompagnait a hoché la tête avec douceur, m'indiquant que je pouvais la voir une dernière fois avant les procédures officielles. J'ai soulevé lentement le drap. Son visage est apparu pâle, serein, les yeux clos comme si elle se reposait. À son cou, une marque sombre témoignait des souffrances qu'elle avait endurées. J'ai senti mon cœur se serrer et un homme étrangler la gorge. Je voulais hurler, tout casser, mais mon corps ne répondait pas. Je me suis penché et j'ai appuyé ma joue contre sa main glacée. La robe rose pastel qu'elle portait était celle que je lui avais offerte pour son anniversaire, il y avait à peine une semaine. Elle l'adorait et insistait toujours pour la mettre pour aller à l'école. En lissant le tissu, mes doigts ont frôlé par accident la petite poche sur le côté de la jupe. J'ai perçu quelque chose de dur et de froid. Par un réflexe presque automatique, j'ai glissé mes doigts dans la poche. J'ai touché un petit objet métallique au bord net. Je l'ai sorti et l'ai caché dans ma main. Sous la lumière blanche du plafond, il a brillé d'un éclat argenté. C'était un bouton de manchette. Pas n'importe lequel, en platine, soigneusement travaillé en forme carrée, avec des bords biseautés. Ce qui m'a coupé le souffle n'était pas le froid du lieu, mais les 3 lettres gravées avec élégance sur sa surface, S. Stéphane. J'ai serré le poing avec une telle force que les bords se sont plantés dans ma peau. C'était la paire de boutons de manchette que j'avais moi-même commandée à la place Vendôme, à Paris, pour la lui offrir lors de notre 5e anniversaire de mariage. Il les chérissait comme un trésor et disait toujours qu'il lui portait bonheur, qu'il ne les portait que pour les grandes occasions. Alors, pourquoi l'un d'eux se trouvait-il dans la poche de la robe de notre fille? J'ai tourné lentement la tête vers Stéphane. Il était toujours incliné près du brancard, les épaules secouées par les sanglots. « Stéphane » ai-je dit d'une voix rauque, étrangère même à mes propres oreilles. Il a levé les yeux, le regard bouffi et rougi. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» Notre fille a beaucoup souffert, ai-je répondu. « Stéphane, où étais-tu quand Chloé a disparu à la sortie de l'école ?» Pendant un instant, il est resté immobile. Une seconde à peine, mais suffisante pour que je le remarque. Il s'est essuyé le nez et a répondu entre 2 sanglots. Je l'ai déjà expliqué à la police. J'étais en réunion du conseil d'administration de l'entreprise. Quand la maîtresse m'a appelé, je suis parti en courant. Il mentait. Nous étions mardi. Les réunions du conseil se tenaient toujours le lundi matin. De plus, ce matin-là, avant qu'il ne parte au travail, j'avais remarqué qu'il portait une chemise blanche,
mais sans ses boutons de manchette. Il avait dit qu'il resterait seulement au bureau aujourd'hui et qu'il n'avait pas besoin d'être aussi apprêté. Alors, d'où venait ce bouton pour finir dans la poche de la petite? Chloé a été enlevée à 16 heures. Si Stéphane ne l'avait pas vu, comment cet objet pouvait-il se trouver là? Une hypothèse terrifiante commença à germer dans mon esprit, croissant comme un nuage noir qui obscurcissait toute ma raison. Je regardais l'homme que j'appelais mon mari depuis 8 ans. Son visage séduisant et raffiné, avec cet air intellectuel qui m'avait autrefois captivé. À présent, sous la lumière de la morgue, il paraissait déformé, étrangement sinistre. Je serrai le poing, cachant le bouton de manchette dans la poche de mon manteau. Je ne pouvais pas l'interroger à ce moment-là. Je ne pouvais pas l'alerter. Si la vérité était ce que je pensais, l'homme qui se tenait devant moi n'était pas mon mari, mais un démon. Rentrons à la maison, Stéphane. Laisse la police faire son travail, dis-je froidement, en me détournant pour commencer à marcher, laissant un Stéphane déconcerté me regarder. Mes pas étaient lourds, mais à l'intérieur de moi, une flamme de haine avait commencé à brûler. Consumant la faiblesse d'une femme qui venait de perdre sa fille, je devais découvrir la vérité, coûte que coûte. La voiture de luxe glissait doucement dans les rues nocturnes de Lyon. À travers la vitre, les lumières jaunâtres des réverbères défilaient comme des taches floues. Stéphane était au volant, les mains crispées avec force, dans un silence terrifiant. Il n'y avait plus aucune trace du désespoir et des pleurs de la morgue. Son visage était endué, de temps en temps, il me regardait dans le rétroviseur. J'étais assise sur le siège arrière, la tête appuyée contre la vitre et les yeux mi-clos, mais tous mes sens étaient en alerte maximale. Dans la poche de mon manteau, le bouton de manchette était toujours là, froid et rigide, comme une accusation silencieuse. Si tu es fatigué, dors un peu. Je te réveillerai quand nous arriverons à la maison, dit Stéphane d'une voix rauque, feignant l'inquiétude. Je ne peux pas dormir, répondis-je sèchement, sans ouvrir les yeux. Le téléphone vibra dans mon sac. Un message de la banque. Je plissai les yeux, cachant l'écran du téléphone pour le lire en cachette. Le compte 888 vient d'effectuer un virement de 200 000 €, motif, paiement HD, solde restant 200 000 €. C'était notre compte joint à tous les deux, l'argent que nous avions économisé pour agrandir mon atelier de mode l'année suivante. Pourquoi transférer cet argent maintenant, et à qui? Je me mordis la lèvre avec force pour ne pas lâcher un juron. Mon sang bouillait. Ma fille venait de mourir. Son corps n'était pas encore froid et son père transférait déjà une fortune en cachette. Le soupçon que j'avais ressenti à la morgue s'était maintenant transformé en une certitude à 90%. En arrivant à notre villa à Écully, la spacieuse demeure semblait vide et glaciale. Stéphane dit qu'il devait aller dans son bureau pour régler quelques papiers urgents de l'entreprise et me demanda de monter me reposer. J'ai acquiescé et j'ai monté directement les escaliers, mais je ne suis pas allé dans notre chambre. Je me suis caché dans un coin du palier. J'ai attendu d'entendre le clic sec de la porte du bureau se refermer, puis je suis descendu discrètement. Je n'ai pas tenté d'entrer directement. Je savais que Stéphane était très prudent, il avait sûrement fermé à clé. J'ai contourné la maison par l'extérieur vers la fenêtre du bureau. Par chance, la fenêtre était seulement entrebâillée. Je me suis caché derrière un massif de jasmin et j'ai regardé par la fente. Stéphane était assis devant son ordinateur portable, le téléphone à la main, avec une expression de tension extrême. Il ne parlait pas fort, il chuchotait à peine. Mais dans le silence de la nuit, j'ai pu entendre des bribes de mots. J'ai déjà payé. Donnez-moi plus de temps. Ne la touchez pas. Avec qui parlait-il? Qui était ce « elle » ? C'était moi. J'ai attendu que Stéphane raccroche, qu'il s'effondre la tête entre les mains et s'arrache les cheveux, avant de me retirer en silence. J'avais besoin de preuves plus claires. À minuit, alors que Stéphane était déjà remonté dans la chambre et semblait plongé dans un sommeil profond, ou feignait de dormir, je suis retourné discrètement au bureau. La porte n'était pas fermée à clé. Son excès de confiance ou l'épuisement lui avait fait oublier de la verrouiller. J'ai ouvert doucement son ordinateur. L'écran de verrouillage demandait un mot de passe. J'ai essayé sa date de naissance. Incorrect. Notre anniversaire de mariage. Incorrect. Je suis resté immobile à réfléchir. Stéphane était superstitieux. Il croyait aux chiffres de la chance.
Dernièrement, il mentionnait souvent le chiffre 39, le petit dieu de la fortune. J'ai essayé 390, puis 3939. L'ordinateur se déverrouilla. J'ai accédé rapidement à sa boîte mail. La boîte de réception était remplie de courriels de recouvrement de dettes, pas des dettes bancaires, mais des dettes provenant d'adresses électroniques étranges avec des objets qui puaient la menace. Avertissement final, ta vie ou l'argent. Date limite, minuit. J'ai ouvert l'un des courriels. La première chose que j'ai vue, ce sont des photos de Stéphane assis dans un casino, le visage émacié, des cernes profonds sous les yeux, le regard rivé sur les cartes. Le décor était celui des tapis rouges familiers du casino Le Pharaon à Lyon. J'ai continué à faire défiler. Un contrat de prêt écrit à la main, avec son empreinte digitale marquée à l'encre rouge. Le montant principal du prêt était de 400 000 €, mais avec les intérêts sur intérêts, la dette totale s'élevait à 1 200 000 €. La date du prêt remontait à peine à un mois. La date de paiement, aujourd'hui. Juste à côté, un autre message d'une adresse anonyme avec un texte laconique, plan terminé. En attente de l'argent. Efface les traces. Je suis resté pétrifié. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper au bord du bureau pour ne pas m'effondrer. Plus d'1 million d'euros de dette de jeu. Et le moment où il avait commencé à emprunter coïncidait exactement avec celui où son comportement avait changé, il partait plus tôt, rentrait plus tard, devenait irritable sans raison et m'interrogeait constamment sur la situation financière de mon entreprise. Un bruit derrière la porte m'a fait sursauter. J'ai rapidement pris des photos de l'écran avec mon téléphone et j'ai éteint l'ordinateur. La porte du bureau s'est ouverte d'un coup. Stéphane était là, son ombre s'étirant sur le parquet, son visage dans la pénombre, sans expression discernable. « Que fais-tu ici à cette heure ?» Sa voix était glaciale, bien loin de sa fragilité de l'après-midi. Je me suis redressé face à lui. À cet instant, ma peur avait disparu, remplacée par un mépris total. J'ai sorti le bouton de manchette en platine de ma poche et je l'ai jeté avec force sur la surface en bois verni. Le son du métal contre le bois a résonné d'un clic sec et net dans le silence de la nuit. « Tu cherchais ça ?» ai-je demandé en le fixant droit dans les yeux. Stéphane a regardé l'objet. Son expression est passée de la surprise à l'horreur, puis il est devenu blanc comme un linge. Il a bégayé, ça. D'où l'as-tu ? Je pensais l'avoir perdu au bureau. Il était dans la poche de la robe de Chloé, ai-je dit en détachant chaque mot. Dans la poche de la robe qu'elle portait quand elle est morte. Explique-moi pourquoi ton objet le plus précieux se trouvait sur notre fille alors que tu prétends ne pas l'avoir vue de la journée. Stéphane a reculé d'un pas. Ses yeux bougeaient rapidement, cherchant une excuse. C'était sûrement hier, quand je jouais avec elle à la maison. Il a dû tomber dans sa poche sans que je m'en rende compte. Oui, c'est sûrement ça. Ne tire pas de conclusions bizarres. Je suis anéanti par la mort de Chloé, et toi, tu m'interroges. Anéanti ? J'ai esquissé un sourire amer, une grimace tordue. Tellement anéanti que, pendant que tu pleurais, tu transférais 200 000 € à tes créanciers. Tellement anéanti que tu as fréquenté les casinos jusqu'à devoir une fortune. Stéphane est resté bouche bée. Il ne pouvait pas croire que j'avais tout découvert aussi vite. La façade d'entrepreneur à succès et de mari modèle s'est effondrée d'un coup, révélant la vraie nature d'un lâche et d'un menteur. Tu as espionné mon ordinateur, a-t-il sifflé en se précipitant pour attraper l'ordinateur portable. J'ai reculé, serrant toujours mon téléphone. N'essaie même pas de me toucher. J'ai déjà envoyé toutes les photos à mon avocat, Jean-Pierre Beaumont. Si tu me fais quoi que ce soit, demain tout Lyon connaîtra ton vrai visage. Stéphane s'est arrêté net. Il m'a regardé fixement, les yeux injectés de sang. Ce n'était plus le mari soumis de d'habitude. Face à moi se tenait une bête acculée. Tu es très maligne, a-t-il acquiescé d'un ton malveillant. Puisque tu sais tout, je ne nierai plus. C'est vrai, je dois de l'argent. Ils m'ont menacé de mort. J'avais besoin de cet argent pour payer. Tu es ma femme, tu dois me sauver. L'argent de ton fonds fiduciaire. Sors-le et paie mes dettes. Tu es fou ? Je n'ai pas pu me contenir et j'ai haussé le ton. Cet argent appartient à Chloé. C'est l'argent que son grand-père lui a laissé. Tu l'as gaspillé au jeu et maintenant tu veux que je pioche dans l'héritage de notre fille pour payer tes dettes ?
Elle est morte, a crié Stéphane. Elle est morte. Alors, à quoi sert cet argent maintenant? À sauver son père. À quoi d'autre? Ne sois pas si égoïste. Elle est morte. Ces 3 mots sont sortis de sa bouche, aussi légers qu'une plume. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Une vague de nausée m'est montée à la gorge. Je l'ai regardé avec le même dégoût que si je contemplais un tas d'ordures. Hors d'ici. J'ai pointé la porte. Quitte cette maison immédiatement. Stéphane a tenté de se jeter sur moi, mais la sonnette du rez-de-chaussée a retenti violemment. Des coups de poing assourdissants contre la porte d'entrée ont résonné, accompagnés de cris féroces venant de l'extérieur. Ouvre la porte. Où est Stéphane? Sors de là, qu'on t'apprenne à vivre. Le visage de Stéphane s'est vidé de tout son sang. Il tremblait de la tête aux pieds et s'est tourné vers moi avec une expression lâche et suppliante. Isabelle, c'est le balafré et ses hommes. Ils sont là. Sauve-moi, ils vont me tuer. Les coups sur la porte sont devenus plus violents, comme s'ils voulaient abattre la robuste grille en fer de la villa. Les jurons et les insultes résonnaient dans tout le quartier tranquille d'Écully. J'ai regardé l'horloge murale. 2 heures du matin. Stéphane s'est recroquevillé derrière moi comme un chien galeux, terrifié à l'idée d'être frappé. Il a agrippé le bord de ma chemise de nuit, la voix tremblante. Isabelle, n'ouvre pas. Appelle la police, je t'en prie. J'ai écarté sa main en le regardant avec un mépris pur. Appelez la police pour qu'il sache que le mari de la propriétaire de la marque de mode, Isabelle Gauthier Création, est un joueur criblé de dettes liées à la mafia? Tu veux que je perde toute ma réputation? J'ai ajusté ma chemise de nuit, enfilé un long déshabillé de soie et serré fermement la ceinture. Même dans ces circonstances, je ne me permettrai pas de paraître négligé devant des étrangers, surtout devant cette racaille. Je suis descendu, Stéphane me suivant de près, trébuchant sur ses propres pieds. J'ai allumé toutes les lumières du salon, créant une clarté éclatante. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et je suis allé déverrouiller la porte d'entrée. À peine la porte s'est-elle entr'ouverte qu'un groupe d'hommes a fait irruption violemment. À leur tête se tenait un homme d'âge mûr, au teint mat, marqué par une longue cicatrice qui lui parcourait le visage du coin de l'œil jusqu'à la commissure des lèvres, lui donnant un aspect aussi féroce qu'un mille-pattes rampant sur sa joue. Il portait un débardeur qui laissait voir ses bras musclés, couverts de tatouages à l'encre bleuâtre et un peu délavés. Sur un biceps, le visage souffrant d'un Christ à la couronne d'épines. Sur l'autre, une vierge éplorée versant des larmes de sang. Derrière lui, 4 ou 5 acolytes, tous avec des gueules de tueurs, brandissaient des matraques. Le groupe apportait avec lui une odeur de sueur aigre, de tabac bon marché et de danger qui a envahi mon luxueux salon. L'homme à la cicatrice, sans aucun doute, le balafré, a marché jusqu'au centre de la pièce, a jeté un coup d'œil autour de lui et a souri avec dédain. Il s'est laissé tomber sur mon coûteux canapé de design italien et a posé ses chaussures crottées debout sur la table en verre. Tiens, une maison aussi grande et élégante, et un mauvais payeur aussi persistant, hein? Il a tiré une bouffée de sa cigarette. Il a recraché un nuage de fumée et a écrasé son mégot directement sur mon tapis de laine blanche immaculée. J'ai regardé la brûlure sur le tapis, le cœur serré, mais mon visage est resté de marbre. Je me suis tenu droite, les bras croisés, et ma voix a sonné ferme. Qui êtes-vous? S'introduire chez quelqu'un au milieu de la nuit est illégal. Le balafré s'est mis à rire aux éclats, rejoint par ses sbires. La loi? Dans ce milieu, c'est l'argent qui fait la loi. Ton petit mari me doit 3 millions d'euros, avec papier signé et empreinte digitale. Tu comptes me faire peur avec ton ton de grande dame? Il s'est tourné vers Stéphane, qui s'était recroquevillé dans un coin de l'escalier, le visage pâle comme la cire. Sors de là, poltron. Tu vas te cacher derrière les jupes de ta femme éternellement? Stéphane s'est approché timidement, joignant les mains dans un geste de supplication. Monsieur le balafré, s'il vous plaît, donnez-moi quelques jours. J'essaie de réunir l'argent. Ma fille vient de décéder. Le balafré a bondi et a asséné une gifle à Stéphane avec une telle force qu'il est tombé au sol, le sang jaillissant de la commissure des lèvres. N'utilise pas ta fille comme bouclier. J'ai appris que tu avais transféré 200 000 euros. Où sont les 2 800 000 restants? Je t'avais donné jusqu'à ce soir. Tu pensais me doubler?
Stéphane s'est couvert le visage en pleurant. Je n'oserais pas. Monsieur le balafré, épargnez-moi. Isabelle, paie-les, s'il te plaît. J'ai observé la scène avec un dégoût qui me montait à la gorge. Mon mari, l'homme que j'avais autrefois aimé et respecté, s'agenouillait maintenant au pied d'un voyou. Suppliant pathétiquement. L'un des sbires du balafré s'est approché de moi et a tenté de toucher la bague en diamant à ma main. Quelle jolie bague, madame. Pourquoi ne pas l'enlever pour payer une partie de la dette de votre mari? J'ai reculé d'un pas en le fixant intensément. Retire tes mains sales de là. Le balafré a fait un signe à son homme pour qu'il s'écarte. Il m'a regardé avec un œil de prédateur. Tu es coriace, hein? Bon, par respect pour le fait que tu viens de perdre ta fille, je ne veux pas brusquer une femme, mais les dettes se paient. Cette maison, la voiture Lador et ton atelier de mode, c'est sûrement suffisant pour solder le compte. Cette maison est à mon nom. Cette propriété est la mienne, ai-je dit en prononçant chaque mot avec clarté. Chacun paie ses dettes. Si vous voulez récupérer votre dû, prenez-le à lui, mais ne comptez pas toucher un centime de ce qui m'appartient. Le balafré a plissé les yeux. Il a sorti un cran d'arrêt de sa ceinture, l'a ouvert d'un clic sec et a frappé la lame brillante contre la table en verre. Tu parles bien, ma jolie, mais c'est la règle, la femme paie les dettes du mari. Si tu ne paies pas, je vais faire couler un peu de sang de ton petit mari, ou peut-être que je te demanderai un doigt en garantie. Il s'est levé et a marché vers moi. Stéphane restait agenouillé au sol, n'osant pas dire un mot pour défendre sa femme. Je savais que je ne pouvais pas les affronter de face. C'étaient des bêtes sauvages, capables de tout. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de me protéger pour découvrir la vérité sur la mort de ma fille. Arrêtez. Ai-je crié en levant la main. D'accord, je paierai. Le balafré s'est arrêté, un sourire suffisant aux lèvres. C'est mieux comme ça. Où est l'argent? 3 millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. Je n'ai pas autant de liquidités sur moi. Je dois vendre quelques propriétés épuisées dans mes économies, ai-je dit en m'efforçant de garder la voix la plus calme possible. Si vous me pressez trop, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police, et alors nous coulerons tous. Vous voulez l'argent ou vous voulez finir en prison? Le balafré a réfléchi un instant. Il savait que j'avais raison. Pour une femme d'affaires comme moi, l'argent était placé dans l'immobilier et les marchandises. Personne ne garde des millions en espèces chez soi. Combien de temps? A-t-il grogné. 3 jours, ai-je proposé. Dans exactement 3 jours, je réunirai tout, le capital et les intérêts. Un jour, a-t-il contre-attaqué. 3 jours, ai-je insisté. Si vous ne pouvez pas nous tuer tous les deux ici même, alors vous n'obtiendrez pas un centime. L'atmosphère dans la pièce était aussi tendue que la corde d'un violon sur le point de rompre. Le balafré m'a fixé droit dans les yeux comme s'il mesurait ma détermination. Finalement, il a rangé son couteau et s'est mis à rire. D'accord. Madame Isabelle est une femme d'affaires. Elle parle clair. Je te donne 3 jours. Dans 3 jours à la même heure, je reviendrai. S'il manque un centime, je brûle cette maison. Il s'est retourné et a asséné un coup de pied au derrière de Stéphane. Tu as intérêt, espèce de chien. Tu as de la chance d'avoir une femme aussi bien. Cela dit, il a fait un geste et toute la bande s'est retirée. Le rugissement des motos s'est éloigné. La pièce est retombée dans le silence. Stéphane s'est relevé tant bien que mal, le visage illuminé, et a couru pour me prendre la main. Merci, Isabelle. Merci. Je savais que tu m'aimais encore. Vends le terrain que j'ai dans les Alpes et nous aurons assez pour payer. J'ai retiré ma main et lui ai donné une gifle de toutes mes forces, plus violente encore que celle du balafré. Stéphane a porté la main à sa joue, me regardant avec stupeur. Ne rêve même pas que je vendrai mes terres pour payer tes dettes. Je l'ai regardé avec le regard le plus froid que je pouvais. Je leur ai promis ça uniquement pour qu'ils s'en aillent. Et d'où sortira l'argent dans 3 jours? A balbutié Stéphane, la peur revenant dans ses yeux. C'est ton problème. Je me suis détourné et j'ai monté les escaliers. À partir de cet instant, tu n'es plus mon mari. Demain, je déposerai la demande de divorce. Et pendant ces 3 jours, tu as intérêt à trouver une solution.
Et retiens bien ceci, si je découvre que la mort de Chloé a quoi que ce soit à voir avec toi, je te tuerai de mes propres mains avant que les gens du balafré ne le fassent. J'ai laissé Stéphane planté au milieu du salon en désordre et je suis monté. La nuit allait être longue. Je ne pouvais pas dormir. Je devais agir. La première chose que je ferais le matin ne serait pas de vendre des terres, mais de rendre visite à mon avocat, Jean-Pierre Beaumont. Ma guerre venait de commencer. Lyon la nuit a toujours une beauté envoûtante. Mais cette nuit, pour moi, c'était un monstre sur le point de dévorer mes derniers espoirs. Je conduisais à toute allure dans les rues désertes, à la limite de ce qui était permis. Les réverbères jaunâtres se reflétaient dans le pare-brise, créant des taches de lumière qui faisaient écho au chaos de mon esprit. L'horloge du tableau de bord marquait 2h45 du matin. Ma destination était le cabinet de l'avocat Jean-Pierre Beaumont, au 10e étage d'un vieil immeuble de bureaux dans le 6e arrondissement. Jean-Pierre était un ami intime de mon père. Après le décès de celui-ci, il m'avait traité comme sa propre fille et m'avait énormément aidé à bâtir mon entreprise de mode, Isabelle Gauthier Création. Dans un moment aussi critique, il était la seule personne en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Je me suis garé dans le parking de l'immeuble et j'ai pris l'ascenseur. La lumière du cabinet de Jean-Pierre était encore allumée. Il avait sûrement reçu mon message et les photos que je lui avais envoyées plus tôt, et il m'attendait. La porte du bureau s'est ouverte. Jean-Pierre était assis derrière son grand bureau en chêne, avec ses cheveux gris et ses cernes profonds derrière ses lunettes de lecture. En me voyant entrer, il a bondi et s'est approché rapidement de moi. « Isabelle, ma fille, tu vas bien? Ce vaurien t'a fait quelque chose ?» La voix de Jean-Pierre tremblait d'inquiétude. J'ai secoué la tête, contenant un sanglot qui menaçait de s'échapper. Ce n'était pas le moment pour la faiblesse. « Je vais bien, Jean-Pierre, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. » J'ai posé mon sac sur le bureau, j'ai sorti le bouton de manchette en platine et je l'ai placé devant lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Jean-Pierre a froncé les sourcils en prenant le bouton pour l'examiner à la lumière de la lampe. « Le bouton de manchette de Stéphane, ai-je dit d'une voix glaciale. Je l'ai trouvé dans la poche de la robe de Chloé à la morgue. Stéphane a menti en disant qu'il était en réunion quand la petite a été enlevée, mais cet objet était avec elle. Jean-Pierre, je soupçonne Stéphane d'être impliqué dans la mort de Chloé. » Jean-Pierre est resté pétrifié. Sa main a tremblé, faisant tomber le bouton sur le bureau avec un bruit sec. Il m'a regardé avec des yeux remplis d'incrédulité. « Tu es sérieuse ? C'est son père. Comment pourrait-il être aussi monstrueux ? J'aimerais me tromper, ai-je ri avec amertume. Mais les photos que je t'ai envoyées. Il doit 1 200 000 € de dette de jeu. La mafia le menace de mort et il vient de transférer 200 000 € de notre compte joint. Tout coïncide d'une manière terrifiante, Jean-Pierre. Jean-Pierre resta pétrifié. Sa main trembla, faisant tomber le bouton de manchette sur le bureau avec un son sec. Il me regarda avec des yeux pleins d'incrédulité. « Tu es sérieuse ? C'est son père. Comment pourrait-il être aussi monstrueux ? J'aimerais me tromper, dis-je avec amertume. Mais les photos que je t'ai envoyées prouvent qu'il doit 1 200 000 € de dette de jeu. La mafia le menace de mort et il vient de transférer 200 000 € de notre compte joint. Tout coïncide d'une manière terrifiante, Jean-Pierre. » Jean-Pierre resta pensif, retira ses lunettes, les essuya et soupira profondément. Il fit les 100 pas dans la pièce avec une expression préoccupée. « Si tes soupçons sont exacts, cette affaire est bien plus compliquée qu'un simple crime. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Ces captures d'écran des courriels prouvent seulement qu'il a des dettes, mais elles ne suffisent pas pour l'accuser de meurtre ou de complicité d'enlèvement. » Il s'arrêta et pressa un bouton sur l'interphone de son bureau. « Je vais appeler quelqu'un. C'est le meilleur que je connaisse. » Environ 20 minutes plus tard, la porte du cabinet s'ouvrit de nouveau et un homme entra. Il devait avoir 35 ou 36 ans, grand, de forte carrure, la peau tannée par le soleil et le vent. Il portait un blouson de cuir usé, un jean délavé et de vieilles baskets. Mais le plus frappant sur son visage étaient ses yeux, brillants, vifs comme des lames, qui semblaient pénétrer l'âme de la personne en face de lui. « Je te présente Nicolas, » dit Jean-Pierre. Nicolas était commissaire à la brigade criminelle. Il avait pris sa retraite l'année dernière pour des motifs personnels et travaillait désormais comme détective privé. Nicolas fit un signe de tête en guise de salut, sans effusion mais sans froideur.
Il s'assit en face de moi. Son regard parcourut rapidement le bouton de manchette posé sur la table. « Bonjour, Madame Gauthier. Jean-Pierre m'a mis au courant. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. » « Merci, » répondis-je à voix basse. « Pourriez-vous me raconter en détail tout ce qui s'est passé depuis que vous avez trouvé ce bouton? Plus ce sera détaillé, mieux ce sera. N'omettez rien, aussi infime que cela puisse paraître. » Je commençais à tout relater. Je parlais de l'attitude de Stéphane à la morgue, de son mensonge maladroit, des courriels de recouvrement et de la visite du balafré et de sa bande. Nicolas écouta attentivement, sans m'interrompre une seule fois. De temps en temps, il prenait des notes dans un petit carnet. Quand j'eus fini de parler, Nicolas resta silencieux un long moment. Il prit le bouton de manchette et le fit tourner entre ses doigts. « Madame Gauthier, votre intuition est très bonne, » dit Nicolas d'une voix grave et rassurante. « Le comportement de votre mari est extrêmement suspect. Les joueurs endettés, quand ils se voient acculés, perdent souvent toute humanité. Mais pour affirmer qu'il a tué sa propre fille, nous avons besoin de plus que des suppositions. » Nicolas sortit une petite boîte de la poche de sa veste et la posa sur la table. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dispositifs électroniques minuscules, de la taille d'un bouton. Voici un dispositif d'écoute et un traceur GPS professionnel. La batterie dure une semaine et il est très difficile à détecter. Trouvez le moyen de le placer dans sa voiture, dans sa mallette et dans des endroits discrets du bureau de votre mari. Puis il sortit ce qui ressemblait à un stylo ordinaire. Et ceci est une caméra espion camouflée. Mettez-la dans le pot à crayon de son bureau. Elle filme automatiquement dès qu'elle détecte un mouvement. Je tins ces dispositifs dans ma main, avec l'impression de porter les armes d'une bataille à la vie et à la mort. « Monsieur Nicolas, je veux vous engager pour enquêter sur Stéphane. Je veux savoir où il va, ce qu'il fait et qui il rencontre au cours des 3 prochains jours. L'argent n'est pas un problème. » Nicolas me regarda directement dans les yeux. Dans son regard, je vis de l'empathie et la détermination d'un policier de vocation. « J'accepte cette affaire, pas pour l'argent, mais parce que je déteste les gens qui s'en prennent aux enfants. Soyez tranquille. Je ne le quitterai pas des yeux 24 heures sur 24. » Nous discutâmes plus en détail du plan d'action. Nicolas m'apprit à installer l'application de suivi sur un téléphone secondaire, à garder mon calme face à Stéphane et à créer des situations pour le faire tomber dans le piège. Quand je sortis du cabinet de l'avocat, le ciel commençait à s'éclaircir sur Lyon. La ville s'éveillait, se préparant pour une nouvelle journée agitée. Mais pour moi, une chasse commençait aujourd'hui, et la proie était l'homme avec qui j'avais partagé ma vie. Je rentrais à la maison à 6 heures du matin. La villa était toujours silencieuse. Stéphane était probablement encore en train de dormir ou feignait de dormir pour éviter la cruelle réalité. J'entrai dans le garage, jetant un coup d'œil autour de moi pour m'assurer qu'aucun employé n'était à proximité. Les mains légèrement tremblantes, mais avec détermination, je sortis le traceur GPS que Nicolas m'avait donné. Je me suis glissé sous la Peugeot 508 de Stéphane. L'odeur d'essence et de poussière m'a envahi. J'ai cherché un endroit discret sur le châssis, là où il y avait le moins de chances qu'il soit mouillé lors d'un lavage, et j'ai placé le dispositif grâce à son aimant puissant. Un petit clic a retenti. Un de moins. Je suis sorti, j'ai secoué la poussière de mes vêtements et je suis monté directement au bureau de Stéphane. La porte était entr'ouverte. Je suis entré furtivement. La pièce était en désordre, des papiers éparpillés partout et le cendrier plein de mégots. Rapidement, j'ai placé le stylo caméra dans le pot à crayon, orienté vers le fauteuil de Stéphane. Puis j'ai collé un micro sous le bureau et un autre derrière un tableau au mur. Mon cœur battait à tout rompre. L'adrénaline et la peur d'être découverte me faisaient suer à grosses gouttes. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je devrais jouer les espionnes dans ma propre maison. Juste en sortant du bureau, je suis tombé sur Stéphane dans le couloir. Il portait un pyjama froissé. Il avait des cernes, une barbe de plusieurs jours et un aspect déplorable. « D'où viens-tu si tôt ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. Je suis allé voir l'avocat. Le visage de Stéphane a changé. « Vraiment ? Tu as vraiment déposé la demande de divorce ? Tu croyais que je plaisantais ? » ai-je répondu froidement. « Mais nous en discuterons plus tard. Maintenant, je dois te parler de la dette. »
Les yeux de Stéphane se sont illuminés d'une lueur d'espoir. Il m'a suivi précipitamment au salon. « Tu vas m'aider, Isabelle ? Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. » Je me suis assise sur le canapé, j'ai croisé les jambes et je l'ai regardé avec supériorité. « Je ne vais pas t'aider à payer la dette. Je veux seulement te maintenir en vie assez longtemps pour que tu signes les papiers du divorce et que nous liquidions les biens. Je ne veux pas avoir d'ennuis juridiques avec un cadavre. » J'ai sorti une liasse de billets de mon sac, environ 20 000 €, et je les ai jetés sur la table. « Prends ça et donne-le à ces gens pour payer les intérêts, afin qu'ils te laissent respirer quelques jours. Pour les 1 200 000 € du capital, débrouille-toi. Je te laisse le temps de vendre ces terrains que tu as à la campagne. » Stéphane a pris l'argent, ses mains tremblaient pendant qu'il comptait. Il m'a regardé avec un mélange de gratitude et de peur. « Merci, Isabelle. Je vais les appeler tout de suite. Je te promets que je vendrai les terrains pour payer. » J'ai souri avec dédain. Je me suis levé et je suis parti. En réalité, je savais parfaitement que ces terrains pierreux du village de Stéphane ne valaient presque rien, mais j'avais besoin de lui donner un faux espoir pour qu'il baisse sa garde. Quand une personne se croit en sécurité, il est plus facile pour elle de commettre une erreur. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé à clé et j'ai ouvert mon téléphone. L'application connectée aux caméras et au micro fonctionnait déjà. Sur l'écran, l'image du bureau de Stéphane est apparue, nette. Stéphane est entré dans la pièce et a fermé la porte. Il s'est laissé tomber dans son fauteuil en soupirant. Il a pris la liasse d'argent que je lui avais donnée, l'a comptée encore et encore, puis il a pris son téléphone et a composé un numéro. J'ai mis les écouteurs et j'ai retenu mon souffle. « Philippe », la voix de Stéphane est arrivée dans les écouteurs. « J'ai réussi à avoir un peu d'argent. Apporte-le aux gens de la Serpente Blanche pour payer les intérêts. Dis-leur de me donner quelques jours. Je suis en train de tromper ma femme pour qu'elle vende des terrains. » Philippe, ce nom me disait quelque chose. J'ai cherché dans ma mémoire. Ah, oui. Philippe était l'ancien chef comptable de mon entreprise. Je l'avais licencié il y a 6 mois pour détournement de fonds. Pourquoi Stéphane était-il en contact avec lui? Et qui était la Serpente Blanche? Stéphane est resté silencieux, écoutant ce qu'on lui disait à l'autre bout du fil. Puis il a crié, « Je le sais, ne me menace pas. Pour Chloé, c'était un accident. Je ne vous ai pas dit de la tuer, je vous ai seulement dit de l'enlever pour effrayer Isabelle et qu'elle lâche l'argent. Quel enfoiré, il a dépassé les bornes. » Je suis resté pétrifié. Le téléphone a failli me tomber des mains. J'ai ressenti un froid glacial, comme si on m'avait versé un seau d'eau gelée sur la tête. Je l'avais entendu de mes propres oreilles, de sa propre bouche. Pour Chloé, c'était un accident. Je vous ai seulement dit de l'enlever pour effrayer Isabelle. La vérité était donc là. Stéphane lui-même, mon mari, le père de Chloé, était le cerveau de l'enlèvement. Acculé par les dettes, il avait perdu toute conscience au point d'utiliser sa propre fille comme otage pour extorquer sa femme. Mais probablement que les complices qu'il avait engagés avaient dépassé les limites ou que quelque chose avait mal tourné, et ma fille était morte. Des larmes salées et amères ont coulé. J'ai couvert ma bouche pour ne pas sangloter. Haine, douleur, dégoût. Toutes les émotions les plus négatives s'accumulaient dans ma poitrine, sur le point d'éclater. Tremblante, j'ai envoyé un message à Nicolas. « Nicolas, je l'ai entendu. Il a appelé un certain Philippe, l'ancien comptable. Il a admis être le cerveau de l'enlèvement de Chloé. Enquête sur ce Philippe de toute urgence. » Quelques minutes plus tard, Nicolas a répondu « Reçu. Je vais enquêter immédiatement. Garde ton calme. Ne change rien à la scène. Nous avons besoin d'un enregistrement plus clair ou de le prendre en flagrant délit lors d'une transaction. Ta sécurité passe avant tout. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. J'ai regardé l'écran du téléphone où Stéphane était assis, la tête entre les mains. Désormais, à mes yeux, ce n'était plus un être humain, c'était un démon sous une peau d'homme, et c'est moi qui démasquerais son vrai visage, moi qui le traduirais en justice pour que l'âme de ma Chloé puisse enfin reposer en paix. Le soir même, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Il n'était pas dans mon répertoire et s'affichait comme numéro masqué. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. « Allô, qui est à l'appareil ?» À l'autre bout,
une voix grave et déformée électroniquement a résonné. « Madame Gauthier, j'ai quelque chose dont vous avez besoin. Des preuves sur la mort de votre fille. » Mon cœur a fait un bond. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Peu importe qui je suis. Si vous voulez connaître la vérité, venez à la bibliothèque de la Pardieu à 14 heures. Venez seul. Ne prévenez pas la police, ou vous ne verrez jamais ces preuves. Bip, bip. Il a raccroché. Je suis resté étourdi quelques secondes. Cela pouvait être un piège. Les ravisseurs ou les complices de Stéphane pouvaient essayer de me faire du mal, mais la curiosité et le désir ardent de découvrir la vérité l'ont emporté sur la peur. Je devais y aller. J'ai appelé Nicolas pour l'informer. Il s'y est opposé immédiatement. « C'est trop dangereux, Madame Gauthier. Vous ne pouvez pas y aller seule. Laissez-moi vous accompagner. » Il a dit que je devais venir seul. S'il voit quelqu'un d'autre, il détruira les preuves. Suivez-moi discrètement. Gardez une distance de sécurité. J'ai le traceur et le spray au poivre que vous m'avez donné. Finalement, Nicolas a dû céder, mais il a insisté pour que je sois extrêmement prudente. À 14 heures, je suis arrivé à la bibliothèque de la Pardieu. L'imposant bâtiment se dressait, silencieux, au cœur de Lyon. L'intérieur était si calme qu'on pouvait entendre le froissement des pages que l'on tournait. L'odeur de vieux papier et d'humidité, caractéristique des bibliothèques, m'a rappelé mes années d'étudiante, mais aujourd'hui, je n'étais pas là pour chercher le savoir, mais la justice. J'ai marché entre les rayonnages en observant autour de moi. Il y avait quelques étudiants qui lisaient dans un coin, un vieil homme consultant des documents. Rien de suspect. Soudain, un homme portant un sweat à capuche noire qui lui couvrait la tête et un masque chirurgical est passé à côté de moi. Il m'a glissé un petit morceau de papier dans la main et s'est dirigé rapidement vers la zone des livres anciens, moins fréquentés. J'ai ouvert le papier, rayon 13. Dernier couloir. J'ai pris une grande inspiration, serrant le spray au poivre dans la poche de mon manteau, et je me suis dirigé vers le rayon 13. Cette zone se trouvait dans un coin sombre de la bibliothèque, peu éclairé. L'homme en noir attendait là. Il me tournait le dos, manipulant un gros livre. « C'est vous qui m'avez appelé ?» ai-je demandé d'une voix ferme. Il s'est retourné et a baissé son masque, révélant un visage émacié avec des cernes profonds. Je l'ai reconnu instantanément. Romain avait été livreur dans mon entreprise, mais je l'avais licencié il y a 1 an pour des problèmes de jeu. « Madame Gauthier, » a dit Romain d'une voix tremblante. « J'ai besoin d'argent. »« Qu'avez-vous pour moi ?» ai-je demandé directement. Romain a sorti une clé USB rouge de la poche de sa veste. Là-dedans, il y a l'enregistrement de l'appel entre votre mari et Philippe, ainsi que la vidéo de la caméra de ma voiture. Ce jour-là, c'est moi qui ai conduit Philippe pour qu'il rencontre les ravisseurs. Je suis restée stupéfaite, ainsi, Romain était aussi dans le coup. Pourquoi me donnez-vous ça à moi? Pourquoi ne pas le donner à la police? J'ai peur. Romain a baissé la tête. Les gens de la Serpente Blanche me cherchent pour me faire taire. Philippe veut me faire porter tout le chapeau. J'ai besoin d'argent pour m'enfuir. Donnez-moi 50 000 € et ceci est à vous. D'accord, ai-je accepté immédiatement, sans réfléchir. Mais je n'ai pas autant de liquide sur moi. Je vais vous faire un virement à l'instant même. J'ai sorti mon téléphone et effectué le transfert. Romain fixait l'écran de mon téléphone avec anxiété. Quand le message de confirmation est arrivé, ses yeux se sont illuminés. Il m'a tendu la clé USB. Prenez-la. Il y a assez de preuves ici pour envoyer votre mari et Philippe en prison, mais faites attention, ce sont des gens très dangereux. J'ai serré la clé USB dans ma main, avec l'impression de tenir une bombe à retardement. Encore une chose, a hésité Romain. La mort de la petite n'était pas l'idée de votre mari. Que voulez-vous dire? Ai-je insisté. Au début, le plan n'était qu'un enlèvement pour obtenir une rançon. Votre mari a insisté pour qu'on ne fasse pas de mal à la petite. Mais Damien, celui qui la surveillait, est un toxicomane. Ce jour-là, il était en manque. La petite pleurait beaucoup et il a perdu le contrôle. Ce jour-là, il était en manque. La petite pleurait beaucoup et il a perdu le contrôle. Romain laissa la phrase en suspens, mais je compris immédiatement ce qu'il voulait dire.
L'image de ma fille, terrorisée face à un toxicomane en plein syndrome de sevrage, apparut nettement dans mon esprit. Mon cœur se serra de douleur. Non, ce n'était pas possible. Une voix froide résonna soudain derrière l'étagère. Romain et moi avons sursauté et nous nous sommes retournés. De l'obscurité surgit un homme de grande taille. Il était vêtu entièrement de noir, portait des gants de cuir et tenait à la main un pistolet muni d'un silencieux. C'était Philippe. « Romain, tu oses me trahir ?» siffla Philippe. Le visage de Romain se vida de son sang et il recula, cherchant à se cacher derrière moi. « Philippe, je voulais seulement vivre. Tu crois vraiment pouvoir t'échapper ?» Philippe sourit avec malice en levant son arme. Poum. Une petite détonation à peine audible, semblable au bruit d'un livre tombant au sol. Romain s'effondra, la poitrine ensanglantée. Il me regarda avec des yeux écarquillés, sa main pointant encore vers Philippe. J'ai hurlé en essayant de m'enfuir, mais mes jambes étaient comme paralysées par la terreur. Philippe me braqua avec son pistolet en s'approchant. « Donne-moi la clé USB, Madame Gauthier, ordonna-t-il. Même pas en rêve. J'ai reculé en serrant la clé contre moi. Philippe s'était lancé pour me l'arracher. Rapidement, j'ai sorti le spray au poivre et je le lui ai vaporisé en plein visage. Philippe hurla de douleur, se couvrant les yeux et titubant. J'ai profité de l'occasion pour courir vers la sortie principale. « Halte !» cria Philippe en tirant au hasard dans ma direction. La balle frôla mon épaule et s'encastra dans la reliure d'un livre, faisant voler le papier en éclats. Je suis arrivé dans le hall principal, à bout de souffle. Nicolas apparut de nulle part et me rattrapa. « Madame Gauthier, que s'est-il passé ?» J'ai entendu un coup de feu. Philippe est là-dedans. Il a tué Romain, balbutiai-je en désignant l'intérieur. Nicolas sortit son arme et me poussa derrière lui. Allez à la voiture tout de suite. Verrouillez les portes et appelez le 112 pour des renforts. Cela dit, il s'engouffra dans la bibliothèque comme une flèche. J'ai couru vers le véhicule, mes mains tremblant de manière incontrôlable tandis que je composais le 112. Mes larmes se mêlaient à la sueur sur mon visage. J'ai serré la clé USB dans ma paume, encore tachée du sang de Romain. Le prix de la vérité était bien trop élevé. Une vie venait de s'éteindre sous mes yeux, cette bataille n'était plus un simple jeu d'esprit, c'était devenu une lutte sanglante. La voiture filait à travers les rues, me ramenant vers la froide villa d'Écully. Nicolas était au volant, le visage crispé. Il avait laissé la scène de crime aux mains de la police et m'avait évacué immédiatement pour ma sécurité. Philippe s'était échappé par une porte dérobée de la bibliothèque et un avis de recherche avait déjà été lancé dans tout Lyon. « Madame Gauthier, je pense que vous devriez aller dans une planque de la police. Rentrer à la maison maintenant est beaucoup trop dangereux, déclara Nicolas sans quitter le rétroviseur des yeux. Je secouai la tête avec résolution. Je dois rentrer. J'ai besoin de récupérer des données sur l'ordinateur de Stéphane. Il est à la maison et croit que j'ignore tout de son implication dans ce meurtre. C'est ma seule chance d'obtenir les dernières preuves avant qu'il ne soit arrêté ou qu'il ne s'enfuit. Nicolas soupira, comprenant qu'il ne pourrait pas me faire changer d'avis. D'accord, mais je reste à l'extérieur. Vous avez 15 minutes. S'il se passe quoi que ce soit, appuyez immédiatement sur le bouton d'alerte. N'essayez pas de l'affronter. C'est un animal acculé désormais. J'ai acquiescé en serrant mon sac contenant la clé USB. Dans mon esprit, il ne restait qu'un seul but, démasquer Stéphane et l'envoyer derrière les barreaux. Je suis entré dans la maison. La villa était d'un calme inquiétant. Stéphane était au salon, affalé devant la télévision, un verre de cognac à la main. En me voyant, il leva la tête avec un sourire de façade. « Ah, te voilà enfin. Pourquoi as-tu été si longue ? Je t'ai appelé plusieurs fois sans réponse. J'avais des affaires urgentes à régler, répondis-je évasivement avant de me diriger vers l'escalier. Je vais me reposer, ne me dérange pas. Stéphane haussa les épaules et se replongea dans son programme. Il paraissait très sûr de lui, pensant que Philippe avait réglé tous ses problèmes. Il ignorait que l'un de ses complices était mort et que l'autre était traqué par toutes les forces de police de la ville. Je me suis enfermé dans le bureau. J'ai allumé l'ordinateur de Stéphane en utilisant le mot de passe découvert précédemment. Cette fois, je ne cherchais pas des preuves de dette,
je voulais découvrir son véritable mobile. Pourquoi avait-il besoin d'une telle somme au point de sacrifier sa propre fille? Était-ce seulement pour le jeu ou y avait-il autre chose? J'ai utilisé un logiciel de récupération de données qu'un ami hacker de Nicolas, Théo, avait installé sur une autre clé USB pour moi. En quelques minutes, des fichiers et des photos supprimés de façon permanente commencèrent à réapparaître. Mon cœur se glaça en découvrant ces clichés. C'étaient des photos de Stéphane avec une très jeune femme, jolie et séduisante. Il s'enlaçait passionnément sur une plage lors de ses prétendus voyages d'affaires dont il me parlait. Plus terrible encore, des échographies d'un fœtus. Sur le rapport, le nom de la mère apparaissait clairement, Léa Martin, 22 ans, et celui du père, Stéphane Gauthier. Un fœtus de 16 semaines, un garçon. J'étais sous le choc, il avait donc une amante et s'apprêtait à avoir un fils pour assurer sa lignée. C'était pour cela qu'il avait besoin d'une somme d'argent aussi colossale. Il voulait solder toutes ses dettes, divorcer de moi et s'emparer de l'argent de l'héritage de Chloé pour commencer une nouvelle vie avec sa jeune amante et son fils tant désiré. La mort de Chloé était le résultat de la cupidité et de la bassesse de son père. Il voyait ma fille comme une marchandise, un obstacle sur son chemin vers un nouveau bonheur. La porte du bureau se mit à trembler violemment sous des coups assourdissants. « Isabelle, ouvre. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans avec la porte verrouillée ?» C'était Stéphane. Quand était-il monté? Peut-être soupçonnait-il quelque chose ou Philippe l'avait-il prévenu. Rapidement, j'ai copié toutes les données sur la clé USB, je les retirées et glissées dans ma poche. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Stéphane fit irruption, le visage rouge d'alcool et de rage. « Qu'est-ce que tu me caches? Pourquoi Philippe ne répond-il pas au téléphone ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux avec une expression de mépris absolu. Philippe ne peut pas répondre. Il est trop occupé à fuir la police pour meurtre. Stéphane resta pétrifié, bégayant. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Meurtre? Oui. Il vient de tuer Romain sous mes yeux. Je me suis approché et j'ai plaqué le téléphone devant son visage, lui montrant la photo de l'échographie que je venais de prendre. Et je sais aussi pourquoi il te fallait ces 3 millions. Félicitations. Tu vas être père. Dommage que tu doives accueillir ton précieux enfant en prison. En voyant la photo, le visage de Stéphane passa du rouge au blanc livide. Il recula, trébuchant contre le bureau. Tu sais tout. Je sais tout. Oui. Je sais que tu es le cerveau de l'enlèvement. Je sais que tu as ordonné à Philippe d'engager les ravisseurs. Je sais que tu projetais d'utiliser l'argent de Chloé pour entretenir ton amante. Tu es une bête immonde. Même les tigres ne dévorent pas leurs petits. Mais toi, tu as eu le cœur d'envoyer ta propre fille à la mort. Stéphane trembla et, soudain, s'agenouilla à mes pieds en m'agrippant les jambes, pleurant de façon inconsolable. Isabelle, je me suis trompé. Je suis désolé. Je te jure que je ne voulais pas que Chloé meure. Je voulais seulement te faire un peu peur pour que tu me donnes l'argent. Philippe m'a trompé. Il m'avait assuré que la petite serait en sécurité. C'est la faute de ce camé de Damien. J'ai mal moi aussi, je souffre. Je lui ai asséné un coup de pied si violent qu'il est tombé à la renverse. Ne viens pas me jouer tes larmes de crocodile. Tu crois que je vais te croire? Le bouton de manchette dans la poche de Chloé est une preuve irréfutable. Tu l'as vu avant qu'elle ne meure, n'est-ce pas? Stéphane secoua la tête frénétiquement. Non, je ne l'ai pas vu. C'était Philippe. C'est sûrement Philippe qui m'a volé le bouton pour le mettre là et m'accuser si ça tournait mal. Il avait tout prévu. Isabelle, tu dois me croire. J'ai regardé sa silhouette pathétique et n'ai ressenti que de la nausée. Un homme qui fut autrefois le pilier d'une famille se révélait être un lâche incapable d'assumer ses actes. Il est trop tard, Stéphane, ai-je dit froidement. Toutes les preuves sont entre les mains de la police. Prépare-toi à passer un long moment derrière les barreaux. Je me suis détourné pour quitter la pièce, mais Stéphane bondit. Dans son désespoir et sa folie, son attitude changea du tout au tout. Il ne suppliait plus. Il se jeta sur moi, m'attrapa par les cheveux et me tira violemment vers l'arrière. Ah! J'ai hurlé de douleur. Stéphane me plaqua contre le mur et, de l'autre main, saisit un cutter sur le bureau pour me le porter à la gorge.
Tu vas me dénoncer? Siffla-t-il. Son haleine empestait le cognac. Tu veux que je pourrisse en prison? Ce ne sera pas si facile, salope. Si tu m'accules, je t'enverrai rejoindre Chloé. La lame froide du cutter contre ma jugulaire me fit frissonner. Stéphane respirait avec difficulté. Ses yeux injectés de sang brillaient d'une lueur démente. Ce n'était plus le mari soumis et lâche que je connaissais. Le démon en lui s'était éveillé, aux abois et prêt à frapper n'importe qui. Lâche-moi. J'ai essayé de garder mon calme, sans bouger pour éviter que la lame ne m'entaille. Si tu me tues, tu ne feras qu'aggraver ta condamnation. La police est juste devant. Je m'en fiche. Hurla Stéphane en me crachant au visage. De toute façon, je suis fini. Des dettes jusqu'au cou, la prison. J'ai tout perdu. Mais avant de crever, je vais récupérer ce qui m'appartient. Il pressa la lame un peu plus fort, me faisant ressentir une brûlure sur la peau. Signe ça. Il sortit une liasse de papier d'un tiroir et les jeta sur la table. Une procuration notariale pour retirer l'argent du fonds fiduciaire. Signe immédiatement. Avec cet argent, je m'enfuis au Portugal et je recommence à zéro. J'ai regardé les papiers. Il les avait préparés depuis longtemps. Sa préméditation était terrifiante. Continue de rêver. Je lui ai craché au visage. Je ne te donnerai pas un centime. Cet argent appartient à Chloé. Tu l'as déjà tué et maintenant tu prétends lui voler son héritage. Tais-toi. Stéphane m'a giflé avec une telle force que mes oreilles ont bourdonné. Je suis ton mari. Je suis son père. J'en ai le droit. J'ai vécu humilié dans cette maison pendant des années, méprisé par ta famille. Ton père me traitait comme un domestique et toi comme un assisté. J'en ai marre de devoir te demander de l'argent. Il lâchait toute la frustration qu'il avait accumulée pendant des années. Il s'avérait qu'au fond de lui, il s'était toujours senti inférieur et jaloux de sa propre femme. Le désir et la cupidité l'avaient transformé en un être égoïste et cruel. Signe, ou je t'entaille le visage. Je le regardai dans les yeux et j'y vis une détermination démente. Je savais qu'il était capable de le faire. Je devais gagner du temps pour que Nicolas intervienne. J'avais appuyé sur le bouton de panique du traceur dans ma poche dès qu'il m'avait attrapé par les cheveux, mais Nicolas n'apparaissait pas. Soudain, l'alarme de sécurité de la maison retentit bruyamment, mais elle se tut au bout de quelques secondes. La lumière de la pièce vacilla. Stéphane éclata d'un rire maniaque. Tu espérais que ce détective te sauve? J'ai acheté un brouilleur de fréquence au marché noir. Personne n'entre ni ne sort d'ici. Au rez-de-chaussée, la porte d'entrée fut pulvérisée par une forte explosion. On entendit des pas précipités monter les escaliers. Ce n'était pas Nicolas, c'était un autre groupe. La porte du bureau fut défoncée d'un coup de pied. Le balafré et ses sbires firent irruption, armés de machettes et de barres de fer. Tiens, le petit couple est en train de tourner un film d'action? Le balafré ricana en voyant Stéphane pointer son cutter sur moi. Stéphane, en voyant le balafré, s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage. Monsieur le balafré, vous arrivez juste à temps. Cette garce ne veut pas signer les papiers pour débloquer l'argent. Aidez-moi à l'y obliger, et je vous paierai tout ce que je vous dois. Avec les intérêts. Le balafré s'approcha et arracha le cutter des mains de Stéphane avec la facilité qu'on a pour retirer un jouet à un enfant. Il attrapa Stéphane par le col de sa chemise et le souleva de terre. Tu me prends pour un imbécile? La police est partout et tu essaies encore de m'embrouiller avec tes paperasses. Je veux l'argent en liquide, et tout de suite. Il projeta Stéphane dans un coin comme s'il s'agissait d'un sac d'ordures et se tourna vers moi. Ma jolie, où sont les 3 millions? Donne-les-moi maintenant. Je reculai en m'appuyant contre le mur, essayant de garder mon calme, mais je rappelai que nous avions convenu de 3 jours. Donnez-moi encore du temps. J'ai changé d'avis, ma chérie. Le balafré sortit une dague reluisante. Ça sent le flic par ici. Je ne suis pas assez stupide pour attendre qu'il vous arrête. Il me dévisa de haut en bas, d'un regard lubrique et écœurant. Tu es encore très bien conservé. Si tu n'as pas d'argent, tu peux payer d'une autre manière. Mes gars et moi, on est en manque. Ses complices ricanèrent et s'approchèrent pour m'encercler.
J'étais terrifié. Non seulement ma vie, mais aussi mon honneur était en péril. Je regardais Stéphane, espérant qu'il lui restait un vestige de conscience pour intervenir, mais il restait recroquevillé dans son coin, tremblant, n'osant pas lever la tête. Il s'installa dans un silence de complicité lâche. Il était prêt à laisser violer sa femme pourvu qu'il soit sauvé. Salaud! Hurlai-je en saisissant un vase sur la table pour le jeter sur le sbire le plus proche. Crash! Le vase vola en éclats. Le complice se tint le visage, le sang jaillissant, et hurla de douleur. Cette garce est devenue folle. Rugit le balafré en se précipitant sur moi pour me gifler jusqu'à me jeter au sol. Il m'écrasa de son corps, déchirant mon chemisier. Je luttai, griffai son visage, mordis sa main, mais la force d'une femme ne pouvait rivaliser avec celle d'un colosse. Au secours, Stéphane, sauve-moi! Criai-je désespéré. Stéphane restait immobile, la tête basse, se bouchant les oreilles pour ne pas entendre les cris de sa femme. Dans ce moment d'humiliation, je compris que l'homme que j'avais autrefois aimé n'était plus qu'un corps sans âme, pourri et corrompu. Quand la main rugueuse du balafré toucha ma peau, la terreur m'envahit, me donnant l'impression que j'allais m'évanouir. Mais l'image de Chloé, gisant froide à la morgue, apparut dans mon esprit comme un éclair. Je ne pouvais pas mourir ici. Je ne pouvais pas laisser ces bêtes m'humilier. Je devais vivre pour obtenir justice pour ma fille. En tâtonnant sur le sol, je trouvai un morceau tranchant du vase brisé. De toutes mes forces, je le lui plantai dans la cuisse. Ah! Argue! Le balafré hurla comme un porc qu'on égorge, me lâchant pour agripper sa jambe sanglante. Je me relevai en trébuchant, ajustant mes vêtements en lambeaux. « Tu es là! Tu es cette garce !» hurla le balafré en me désignant. Ces sbires se jetèrent sur moi comme une meute de loups affamés. Je reculai vers la fenêtre, prêt à sauter, bien que je sache que nous étions au premier étage. Juste à ce moment-là, une forte explosion secoua la pièce. La porte du bureau vola en éclats, arrachée de ses gonds. Une silhouette entra comme l'éclair, décochant un spectaculaire coup de pied circulaire au sbire qui s'apprêtait à me saisir. L'homme fut projeté, sa tête frappa le mur et il perdit connaissance. C'était Nicolas. Il portait un gilet pare-balles et brandissait une matraque électrique. Ses yeux brûlaient. Derrière lui, des dizaines d'agents des forces spéciales, lourdement armés, firent irruption. Police! Tout le monde s'arrête, lâchez vos armes. Le son du mégaphone résonna, autoritaire. La bande du balafré céda à la panique. Ils tentèrent de résister, mais face au canon des fusils, ils n'eurent d'autre choix que de jeter leurs machettes et de lever les mains. Le balafré, malgré sa blessure, essaya de se relever pour me prendre en otage, mais Nicolas fut plus rapide. Il se jeta sur lui avec un mouvement d'arts martiaux, lui tordit le bras, lui arracha son arme et l'immobilisa au sol. « Lâchez-moi, je vais porter plainte !» hurla le balafré, désespéré. « Garde ça pour le juge, » dit froidement Nicolas en le menottant. Dans le coin, Stéphane, en voyant la police, s'était uriné dessus de terreur. Il rampa sous le bureau, tremblant comme une feuille. Un agent s'approcha et l'en extirpa. « Stéphane Gauthier, vous êtes arrêté en tant qu'instigateur d'un enlèvement ayant entraîné la mort. » « C'est une erreur. Je n'ai tué personne. Je suis une victime. » Pleurnichait Stéphane, mais les mains fermes des agents lui passèrent déjà les menottes glacées. Nicolas s'approcha de moi, retira sa veste et la posa sur mes épaules, couvrant mon état lamentable. « Ça va aller, Isabelle. Je suis désolé d'être arrivé tard. Son brouilleur a interféré avec le signal du traceur. J'ai mis un peu de temps à désactiver la sécurité. » Je regardai Nicolas. Les larmes coulèrent, mais cette fois, c'était de soulagement. « Merci, Nicolas. Tu es arrivé juste à temps. » Je regardai Stéphane alors qu'on l'emmenait. Il se tourna pour me lancer un regard mêlant haine et supplication, mais je ne lui rendis qu'un regard froid et indifférent. « C'est fini, Stéphane. La comédie est terminée. » Le chaos de la villa laissa place à l'ordre sous le contrôle de la police. L'équipe de la police technique et scientifique commença son travail de prélèvement d'empreintes et de preuves. On présenta l'ordinateur contenant les sombres secrets de Stéphane. On m'emmena dans une ambulance pour soigner ma blessure au cou. Assise dans le véhicule,
regardant la maison qui fut autrefois un foyer heureux, aujourd'hui en ruine, je ressentis un vide immense. Le cauchemar avec Stéphane et le balafré était fini, mais je savais que la lutte n'était pas terminée. Les paroles de Romain avant de mourir résonnaient encore à mes oreilles. La mort de la petite n'était pas l'idée de son mari. Le toxicomane Damien. Et le mystérieux bouton de manchette. Si Stéphane disait vrai, qu'il n'avait pas vu la petite et que Philippe lui avait tendu un piège, qui avait directement tué Chloé? Était-ce simplement un accident dû au camé, ou y avait-il une force obscure derrière tout cela? Je serrai les poings. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir trouvé celui qui avait ôté la vie à ma fille. Qui qu'il soit, ou qu'il se cache, je le ferai sortir de l'ombre. Nicolas s'approcha de l'ambulance et me tendit une bouteille d'eau. Buvez un peu. Reprenez des forces pour continuer à vous battre. Je pressens que cette affaire a encore beaucoup de zones d'ombre. Je pris la bouteille et hochai la tête avec fermeté. C'est vrai, Nicolas. Demain, je veux être présente lors de l'interrogatoire de Philippe et de Damien. Je veux les regarder dans les yeux et leur demander ce que ma fille a dit dans ces derniers instants. Nicolas me regarda avec inquiétude, mais finit par acquiescer. D'accord, je vais m'en arranger, mais vous devez être prête mentalement. Ce que vous allez entendre risque d'être très dur. Y a-t-il quelque chose de plus dur que de perdre son enfant? Dis-je avec amertume. Je suis déjà allé en enfer. Je n'ai plus peur d'aucun démon. Les voitures de police, sirènes hurlantes, emmenèrent les suspects. Cette nuit-là, Lyon restait une ville bourdonnante, mais dans mon cœur, une nouvelle tempête se formait, une tempête appelée justice. Le commissariat central de police gisait dans le silence de la nuit. Le long couloir, éclairé par une lumière blanche et crue, accentuait l'atmosphère de tension. J'étais assis sur un banc en bois dur, à l'extérieur de la salle d'interrogatoire. J'avais les mains si serrées que mes articulations étaient devenues blanches. L'horloge murale marquait 3 heures du matin, mais je ne ressentais aucune fatigue. L'adrénaline, mêlée à la douleur et à la haine, créait un mélange amer d'émotions. Nicolas sortit de la salle d'interrogatoire numéro 1, un dossier épais à la main. Son visage était tendu et fatigué, mais son regard restait aussi vif que d'habitude. « Madame Gauthier, vous pouvez entrer, mais je vous le répète, vous pouvez seulement écouter et observer à travers le miroir sans teint. Ne vous emportez pas. » J'acquiesçai, me levai, ajustai mes vêtements et pris une profonde inspiration. Je suivis Nicolas dans la salle d'observation. De l'autre côté de la vitre, Stéphane était assis, la tête basse sur la table, menotté à sa chaise. Il paraissait plus hagard et pathétique que jamais. Face à lui, le commissaire Lefebvre, chef de la brigade criminelle, un homme au visage sévère, reprit, Stéphane Gauthier, relatez à nouveau tous les faits. Quel était votre mobile? Quel a été votre rôle dans la mort de la petite Chloé? La voix du commissaire Lefebvre résonna fermement à travers le haut-parleur. Stéphane leva la tête, le visage baigné de larmes, et dit d'une voix tremblante, « Commissaire, je suis innocent. Je jure que je n'ai pas tué ma fille. J'ai seulement engagé des gens pour l'enlever et effrayer ma femme, afin qu'elle me donne de l'argent pour payer une dette. Je devais 3 millions d'euros. La mafia menaçait de nous tuer tous. J'étais désespéré. Qui avez-vous engagé? Quel était le plan? Poursuivit le commissaire. J'ai demandé à Philippe, l'ancien comptable de ma femme. Il avait lui aussi besoin d'argent. Il m'a mis en contact avec un groupe qui se spécialisait dans le recouvrement de dettes et les enlèvements. Je leur ai donné 100 000 euros d'avance et je leur ai dit d'emmener Chloé et de la cacher quelques jours. J'ai insisté encore et encore pour qu'il s'occupe bien d'elle, qu'il ne lui fasse pas de mal, qu'il la libère dès que ma femme paierait. Stéphane sanglota en se frappant la poitrine. Je suis un père terrible, mais je ne suis pas un assassin. J'aimais ma petite Chloé. Je comptais nous emmener en voyage pour me racheter quand j'aurais l'argent. Je n'imaginais pas que ces salauds la tueraient. Moi, de l'autre côté de la vitre, j'observais ces remords tardifs le cœur glacé. Si tu l'avais aimé, tu ne l'aurais pas utilisé comme monnaie d'échange. Ces paroles n'étaient qu'une lâche justification pour son acte inhumain. Amenez le suspect suivant, ordonna le commissaire Lefebvre à la radio. La porte de la salle s'ouvrit et 2 agents amenèrent un jeune homme maigre et défait, le visage couvert de plaies. C'était Damien, celui qui surveillait Chloé.
Il l'avait arrêté dans un motel sordide de la périphérie lyonnaise alors qu'il était sous l'effet de la drogue. Damien s'assit en tremblant, le regard perdu. Le syndrome de sevrage le torturait. Damien, savez-vous que vous risquez la réclusion criminelle à perpétuité? Le commissaire Lefebvre frappa la table, faisant sursauter Damien. Parle. Qui a tué la petite? Damien se recroquevilla en balbutiant, ce n'est pas moi, commissaire. Ce n'est pas moi. Je ne faisais que surveiller. Je le jure sur ma vie, je ne lui ai pas touché un cheveu. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Grogna le commissaire. Philippe a tout avoué. Il dit que tu étais en manque et que tu l'as étranglé accidentellement. Philippe ment. Il me calomnie. Cria Damien en crachant par terre. C'est vrai que ce jour-là je me suis drogué, mais je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, la petite était déjà morte. Tu mens? Hurla le commissaire. Sur les lieux, il n'y avait que toi et l'enfant. Si ce n'est pas toi, qui était-ce? Damien se prit la tête entre les mains, désespéré. Il y avait quelqu'un d'autre, une troisième personne, je le jure. Alors que j'étais à moitié endormi, j'ai vu entrer un type. Il était tout en noir, avec un masque, il bougeait comme un chat, sans faire de bruit. J'ai retenu ma respiration, collé à la vitre. Une troisième personne? Continue. La voix du commissaire s'adoucit légèrement. Ce type s'est approché de la petite. Chloé pleurait, elle appelait sa mère. Quand elle l'a vu, elle s'est tue brusquement. Elle l'a regardé avec de grands yeux et elle a dit, c'est vous, monsieur, qui avez réparé l'ordinateur de papa. Damien s'arrêta, haletant, puis reprit, le type est resté immobile un instant, puis il a retiré son masque et lui a souri. Un sourire terrifiant. Il lui a dit, quelle bonne mémoire tu as, ma petite. Dommage que tu en saches trop. Et après, il a sorti un fil de pêche fin comme un cheveu et il l'a étranglé. Ça a été très rapide, à peine quelques secondes. La petite n'a même pas eu le temps de crier. Il a fait ça comme un professionnel. J'étais pétrifié. J'ai dû m'appuyer sur Nicolas pour ne pas tomber. Qui était-ce? L'homme qui avait réparé l'ordinateur de papa. Avez-vous vu son visage? Demanda le commissaire. Seulement un instant. Il faisait très sombre, mais je me souviens qu'il avait une petite cicatrice sous l'œil gauche et un tatouage de corbeau noir sur le dos de la main droite. Quand il a fini, il s'est tourné vers moi, a souri et m'a jeté une liasse de billets. Il a dit que c'était pour que je me taise et il a menacé de tuer toute ma famille si je parlais. Philippe savait pour ça? Demanda le commissaire. Oui, c'est Philippe qui l'a engagé. Il a dit qu'ils avaient besoin d'un professionnel pour nettoyer le chantier si ça tournait mal. Philippe l'appelait le corbeau. Je les ai entendus parler au téléphone. Ce n'est pas n'importe quel voyou. C'est un tueur à gages engagé sur le dark web. La salle d'observation sombra dans un silence absolu. Dark web. Tueur à gages. Des concepts qui semblaient sortir d'un film faisaient maintenant partie de l'affaire de ma fille. Le commissaire Lefebvre sortit de la salle le visage grave. Madame Gauthier, connaissez-vous quelqu'un surnommé le Corbeau ou qui aurait réparé l'ordinateur de votre mari? J'ai fouillé dans ma mémoire. Beaucoup de gens entraient et sortaient de la maison. Dépanneur, livreur mais le surnom, le Corbeau, et le tatouage m'étaient complètement inconnus. Je ne me souvenais de personne de ce genre. J'ai secoué la tête, désespéré, mais Chloé l'avait reconnu. Cela signifie qu'il était déjà venu à la maison et qu'il lui avait parlé. La déposition de Damien est très crédible, dit Nicolas, pensif. La méthode avec le fil de pêche, propre et sans laisser de traces, prouve que le tueur est un professionnel. De plus, la mention du dark web est une piste cruciale. Nous devons découvrir qui se cache derrière ce pseudonyme. Et Philippe? L'ont-ils déjà attrapé? Demandai-je. Oui, acquiesça le commissaire Lefebvre. On vient de m'informer qu'ils l'ont capturé dans un appartement de location à Vénissieux. Il avait une blessure par balle à l'épaule et s'était évanoui à cause de la perte de sang. Il est à l'hôpital. Dès qu'il sera rétabli, nous l'interrogerons. Je me tournai vers Nicolas avec un regard déterminé. Nicolas, nous ne pouvons pas rester là à attendre la police.
Les procédures bureaucratiques vont retarder l'enquête. Ce type, le corbeau, est dangereux. Il peut effacer ses traces et disparaître à tout moment. Nous devons agir maintenant. Nicolas me regarda, compréhensif. Je sais ce que tu penses. Tu veux demander l'aide de ce garçon, Théo? Oui. Seul un hacker peut pister quelque chose sur le dark web. Nous devons aller le voir tout de suite. La voiture de Nicolas s'arrêta devant un vieil immeuble d'appartements à Vénissieux, un quartier de la banlieue lyonnaise connu pour ses ruelles labyrinthiques et complexes. Nous montâmes au 5e étage par un couloir sombre qui puait l'humidité et la nourriture rance. Nicolas frappa à la porte d'un appartement délabré avec un rythme particulier. 3 coulons, 2 cours. La porte métallique s'entr'ouvrit, révélant un visage émacié avec d'épaisses lunettes et de longs cheveux attachés en queue de cheval. C'était Théo, un célèbre hacker, Great, qui avait mis en échec plusieurs grandes multinationales. « Entrez vite », dit Théo d'une voix rauque, nous faisant passer et refermant brusquement la porte. L'appartement de Théo était un monde à part, désordonné, rempli de boîtes de nouilles instantanées et de canettes de soda, mais équipé d'un système informatique impressionnant avec plusieurs écrans affichant des lignes de code en mouvement constant. Le vrombissement des ventilateurs ressemblait à celui d'un moteur d'avion. « Qu'est-ce qui se passe pour que vous veniez me voir avant le chant du coq ?» demanda Théo, s'asseyant sur sa chaise pivotante et pianotant à une vitesse vertigineuse. Nicolas posa sur la table une photocopie de la déposition de Damien et lui résuma la situation. « Nous avons besoin que tu trouves l'identité d'un type surnommé « le Corbeau ». Il opère sur le dark web et accepte des contrats d'assassinat. La seule piste est qu'il est lié à Philippe et qu'il a probablement été payé en crypto-monnaie. » Théo ajusta ses lunettes, ses yeux brillants d'intérêt. Pour des gens comme lui, plus le défi est difficile, plus il est stimulant. Le dark web. Intéressant. Voyons voir, si c'est un tueur à gages professionnel, il n'utilisera pas les canaux de communication habituels. Il utilisera des forums privés ou des marchés noirs anonymes. Théo commença à travailler. Des fenêtres noires apparurent sur l'écran. Il accéda à des navigateurs que les gens normaux ne soupçonnent même pas. Des endroits où l'on vendait de tout, de la drogue et des armes jusqu'aux informations personnelles et aux vies humaines. Je vais chercher des mots-clés liés à l'enlèvement ou au nettoyage, murmura Théo. Ils utilisent souvent des codes pour les transactions. Après presque une heure de tension, Théo s'exclama soudain. Bingo, je l'ai trouvé. Nicolas et moi nous approchâmes de l'écran. C'était une publication sur un forum privé appelé le Royaume des Ombres. Elle était écrite dans un code étrange, mais Théo utilisa un logiciel pour la déchiffrer. Contenu de la publication, cherche nettoyeur. Critères, rapide. Propre. Lieu, Lyon. Objectif, petit problème. Prix, 5000 USDT. Publié par un compte anonyme, probablement Philippe ou Stéphane. Destinataire, Ombre-Corbeau. Ombre-Corbeau, lu jeu à voix basse. C'est lui. Très probablement. Théo introduisit une autre commande. Je suis en train de pister le portefeuille de crypto-monnaie de ce compte. Les transactions sur la blockchain sont publiques, mais l'identité du propriétaire est anonyme. Cependant, s'il a déjà fait l'erreur d'utiliser ce portefeuille pour payer quelque chose dans le monde réel, nous pourrons suivre sa trace. Théo était complètement concentré. La sueur perlait sur son front, les données défilaient comme une cascade. Soudain, il s'arrêta. Son visage changea. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Demanda Nicolas, inquiet. Ce portefeuille, cette adresse je l'ai déjà vue. Théo se tourna vers nous, la voix tremblante d'émotion. Il y a 2 ans, ma sœur a eu un accident de voiture et a disparu mystérieusement. La police a classé l'affaire comme un accident, disant qu'elle était tombée dans le Rhône, mais ils n'ont jamais retrouvé le corps. J'ai enquêté de mon côté et j'ai découvert qu'avant de disparaître, elle avait reçu une grosse somme d'argent d'un portefeuille électronique inconnu, c'était celui-là. Je frissonnais. Ainsi, le Corbeau n'avait pas seulement tué ma fille, c'était un tueur en série responsable d'autres affaires non résolues. C'était un monstre. Théo serra les poings et frappa le clavier. Cela fait 2 ans que je le cherche et voilà qu'il réapparaît ici. Madame Gauthier, je vais vous aider à l'attraper. Pour votre fille et pour ma sœur.
Théo continua à traquer plus en profondeur. Il suivit l'historique des transactions du portefeuille d'Ombre Corbeau et découvrit un détail crucial. Il était très prudent. Il utilisait plusieurs couches de sécurité pour masquer son IP, mais une seule fois, il y a 3 jours, il s'était connecté au portefeuille pour vérifier son solde. Et cette connexion provenait d'une adresse IP statique. Où? Demandâmes Nicolas et moi à l'unisson. Un cybercafé nommé l'Éclair. Adresse, impasse des Marronniers, rue de la République, à Vénissieux. Juste à côté. Nicolas tapa sur l'épaule de Théo. Bien joué, petit. Tu as fait du bon travail. Maintenant, envoie-moi les coordonnées. On y va. Je regardais l'adresse sur l'écran. L'impasse des Marronniers. C'était une zone marginale célèbre pour sa complexité, où se concentrait tout type de délinquants. Le corbeau s'y cachait, se fondant parmi les gens des bas-fonds pour masquer son identité. Je viens avec toi, dis-je à Nicolas. C'est dangereux, tenta-t-il de me dissuader. C'est un tueur à gages professionnel. Je n'ai pas peur. Je regardais Nicolas dans les yeux. Je veux voir son visage. Je veux savoir à quoi ressemble l'homme qui a tué ma fille. Nicolas vit ma détermination et comprit qu'il ne pourrait pas m'arrêter. Il hocha la tête et sortit d'un placard de Théo 2 ensembles de vêtements vieux et déchirés. Alors nous devrons nous déguiser. Tu ne peux pas aller là-bas avec cette allure de bourgeoise d'écully. Déguisés en travailleurs pauvres, Nicolas et moi entrâmes dans l'impasse. C'était étroit, humide et sombre comme un terrier. Un enchevêtrement de câbles électriques pendait au-dessus de nos têtes comme une toile d'araignée géante. Des 2 côtés, des baraques en tôle et en bois couvertes de graffitis. Le son des jurons, les pleurs d'enfants et la musique à plein volume de vieux postes créaient une cacophonie assourdissante. Le cybercafé l'Éclair était au bout de l'impasse. Une bâtisse en ruine avec les vitres couvertes de vieux journaux. L'odeur de tabac rance et de sueur aigre nous frappa en entrant. À l'intérieur, 2 rangées d'ordinateurs obsolètes. Une douzaine de jeunes étaient absorbés par leurs écrans, tapant furieusement et criant durant leur partie en ligne. L'ambiance était étouffante. Le patron, un homme obèse, somnolait au comptoir. Nicolas s'approcha. Chef, 2 postes. Le patron ouvrit un œil, nous regarda et bâilla en jetant 2 cartes en plastique sale, le 15 et le 16, vers le fond. 10 € l'heure, d'avance. Nicolas paya et me conduisit au fond. Nous choisîmes 2 ordinateurs dans un coin d'où nous pouvions observer tout le local. Je m'assis et feignis de mettre les écouteurs, mais mes yeux ne cessaient de scruter tout le monde. La plupart étaient des gamins accros aux jeux vidéo ou des marginaux regardant du porno. Personne ne ressemblait à un tueur. Calme. Chuchota Nicolas via l'oreillette qui nous connectait. Il n'est pas encore arrivé. D'après Théo, il se connecte souvent vers 10 h du matin pour recevoir ses contrats. Il est seulement 9 h 30. Le temps passait lentement. Mon cœur battait avec force chaque fois que la porte s'ouvrait. 9 h 45, 9 h 50. À 10 h pile, la porte s'ouvrit et une silhouette entra. Il portait un sweat à capuche gris rabattu, cachant la moitié de son visage. Un jean noir usé et des baskets en toile sale. Il était grand et légèrement voûté. Il marchait avec une légèreté surprenante. Il ne dit rien au patron, déposa simplement un billet de 20 € sur le comptoir et se dirigea vers l'ordinateur numéro 8. Dans un angle mort de la caméra de sécurité, le patron, habitué à sa présence, ne sourcilla même pas. Ça pourrait être lui, chuchota Nicolas, attentif à sa main droite. Il s'assit de dos par rapport à nous, ne joua pas et ne regarda pas de film, il ouvrit un navigateur et commença à taper des commandes. Je retins ma respiration, essayant de voir par l'espace entre 2 moniteurs. Soudain, un ivrogne tituba vers lui, trébucha et tomba sur lui en renversant un soda. « Tu fais quoi, bordel ?» bredouilla l'ivrogne. L'homme au sweat réagit instantanément. Il se leva et repoussa l'ivrogne. Durant l'altercation, la manche de son sweat se releva, révélant le dos de sa main droite. Sous la lumière des néons, je le vis clairement. Un tatouage noir d'un corbeau aux ailes déployées sur une branche sèche, nette, sinistre. Et quand il leva le visage pour regarder l'ivrogne, la capuche glissa, révélant une petite cicatrice en forme de croissant de lune sous son œil gauche. « C'est lui »
faillis-je crier. Nicolas, c'est lui, le tatouage et la cicatrice. Nicolas l'avait vu lui aussi. Il me fit signe de rester immobile tandis qu'il glissait sa main dans sa veste, là où il gardait son arme. Le corbeau foudroya l'ivrogne du regard, lequel se tut brusquement, dégrisé par la peur, et balbutia une excuse. Il ne dit rien, ajusta sa manche et regarda autour de lui avec prudence. Son regard s'arrêta sur nous un instant. Il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Peut-être que mon regard m'avait trahi. Son instinct de tueur flaira le danger. Il ne retourna pas à son ordinateur, se retourna brusquement et courut vers la porte arrière du local. Elle donnait sur les toilettes et la sortie de secours. « Il s'échappe, arrêtez-le » cria Nicolas en sortant son pistolet et en courant après lui. Je me levai moi aussi. Le cybercafé devint un chaos total. Les joueurs criaient et couraient, nous barrant le passage. Le corbeau enfonça la porte arrière d'un coup de pied et déboucha dans une petite ruelle. « Halte, police !» Nicolas tira en l'air. Mais lui ne broncha même pas. Il sauta un mur de 2 mètres, s'agrippa au rebord et bondit sur le toit d'à côté comme un écureuil. Nicolas jura, rangea son arme et sauta après lui. Je restai en bas, impuissante. Je courus par un raccourci en espérant lui couper la route. La poursuite avait commencé. L'assassin de ma fille était juste là, mais il était insaisissable comme une anguille. Je courus de toutes mes forces. Je devais l'attraper. La chaleur étouffante de midi à Lyon et l'étroitesse du quartier rendaient l'air aussi dense que de la colle. Je courais désespérément à travers des ruelles labyrinthiques. Le bruit de mes pas, les cris des gens et les aboiements des chiens créaient un vacarme assourdissant. Au-dessus de ma tête, Nicolas poursuivait le corbeau sur les toits de tôle brûlante. Le son métallique de ses pas résonnait comme de la grêle. Je levai les yeux et vis la silhouette du corbeau se déplacer avec agilité entre les fils à linge et les pots de fleurs. Il bougeait comme un chat de gouttière, familiarisé avec le terrain. « Coupe-lui le passage à la ruelle 52 » cria Nicolas d'en haut. Je ne savais pas où se trouvait cette ruelle, mais je courus dans la direction vers laquelle il s'enfuyait. Je renversai des poubelles. J'évitai un triporteur chargé de glace. Une vendeuse au marché cria quand je faillis percuter son étal. Soudain, le corbeau sauta d'un toit bas juste devant moi, à environ 20 mètres. Il atterrit avec une galipette parfaite et continua de courir. « Halte !» criai-je, à bout de souffle. Il se retourna, me lança un regard froid et moqueur, sourit et s'engouffra dans une ruelle si étroite qu'une seule personne pouvait y passer. Je serrai les dents et le suivis. La ruelle était sombre et sentait l'égout. Au bout, un mur de briques semblait l'acculer, mais non. Quand j'arrivai, l'endroit était vide. Il avait disparu. Je regardais autour de moi, déconcerté. Comment avait-il pu s'évaporer? Nicolas sauta du toit, en nage et haletant. Où est-il? Je ne sais pas, répondis-je en secouant la tête. Il est entré ici et a disparu. Nicolas examina le mur et les environs. Il se baissa et ramassa un morceau de tissu gris accroché à un fil de fer barbelé. Il a grimpé par ici. De l'autre côté, c'est le marché. Il y a trop de monde. Nous l'avons perdu. Je frappai le mur de rage, me faisant saigner la main. La frustration m'envahit, il était si proche et il nous avait échappé. Ne te décourage pas, Isabelle. Nicolas posa une main sur mon épaule. Au moins, nous savons à quoi il ressemble et où il traîne. Il ne pourra pas se cacher éternellement. Nous retournâmes au cybercafé. La police avait déjà bouclé la zone. Le propriétaire était interrogé, pâle de peur. Nicolas alla directement à l'ordinateur numéro 8. Avec des gants, il examina chaque recoin. Il s'est enfui à la hâte, il a sûrement laissé quelque chose, murmura-t-il. Il souleva le clavier et un petit objet tomba au sol, une carte SIM cassée en deux, et collée sous la table, un petit paquet enveloppé de plastique. Nicolas l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des pilules roses de forme étrange. De la drogue de synthèse. Nicolas fronça les sourcils. Ce type n'est pas seulement un tueur à gages, il est aussi impliqué dans le trafic de drogue. C'est une piste importante. Je regardais les pilules avec une vague crainte. Le corbeau n'était pas un loup solitaire,
il faisait partie d'une organisation criminelle bien plus vaste. Mais en pensant au sourire de Chloé, la peur se changea en force. Quiconque il soit, je ne renoncerai pas. La cime est brisée, mais nous pouvons récupérer quelques données, dit Nicolas en rangeant les preuves. Retournons-y, Théo nous attend. Dans une salle de réunion du commissariat, la tension était palpable. Le commissaire Lefebvre, Nicolas, Théo et moi étions réunis autour d'un tableau blanc rempli de diagrammes et de photos. Théo avait travaillé toute la nuit pour récupérer les données de la SIM cassée. Il n'avait pu récupérer tous les messages, mais il avait trouvé un numéro qu'il appelait fréquemment. Il appartenait à un standard virtuel avec des serveurs à l'étranger. Il est très rusé, dit Théo en se frottant les tempes. Il utilise des cartes prépayées et des standards virtuels pour masquer sa position, mais il suit toujours un schéma. Il accepte des contrats via des publications cryptées sur le dark web. Nous ne pouvons pas attendre qu'il réapparaisse, dit le commissaire Lefebvre. Nous devons lui tendre un piège. J'ai un plan, dit Nicolas en dessinant un schéma au tableau. Nous allons créer un appât qu'il ne pourra pas refuser. Nicolas s'adressa à une jeune agente assise dans un coin. L'agente Camille, une experte en cybercriminalité. Camille, tu seras la cliente. Tu vas créer un compte VIP sur le marché noir et publier une annonce pour retrouver un membre de ta famille disparu. Un membre de sa famille? Ai-je demandé. C'est un tueur à gages, non? Oui, mais il accepte aussi des contrats de recherche et d'élimination, a expliqué Nicolas. Nous allons inventer une histoire, une sœur disparue qui s'est enfuie avec une clé USB contenant les codes d'un portefeuille de crypto-monnaie valant des millions. Il faut la retrouver, récupérer la clé et l'éliminer pour ne laisser aucune trace. Combien j'offre? A demandé Camille. 50 000 €, dont 30% d'acompte. Une somme assez importante pour le tenter, mais pas trop pour ne pas éveiller ses soupçons. Le plan fut approuvé. Camille commença à créer le faux profil en utilisant le jargon du milieu. L'annonce fut publiée à minuit, recherche moineau perdu. Détient secret millionnaire. Zone Lyon. Récompense 50 USDT. Contactez Reine des Glaces. Nous avons attendu en retenant notre respiration. Les heures passaient, je commençais à devenir nerveuse. Et s'il avait flairé le danger? Et s'il avait déjà quitté la ville? À 4 heures du matin, l'écran de Théo clignota, un nouveau message de « Ombre-Corbeau ». Mon cœur s'arrêta. Il avait mordu à l'hameçon. Le message était court et froid, lieu, heure. Acompte. Camille regarda Nicolas. Il hocha la tête. Réponds. Zone industrielle de Corba. Entrepôt B12. Minuit. L'acompte sera remis en main propre après confirmation de la capacité de travail. Silence. Nous fixions l'écran. Finalement, la réponse apparut, d'accord. Viens seul. S'il y a un piège, tout est annulé. Nous avons tous respiré de soulagement. Le poisson avait mordu. Déployez l'opération, ordonna le commissaire Lefebvre. Nous déploierons toute l'équipe des opérations spéciales, avec des tireurs d'élite sur les hauteurs. Camille entrera seule. Nicolas et moi dirigerons depuis le poste de commandement. Isabelle, vous restez ici. Non, dis-je en me levant. Je dois y aller. Je veux voir comment vous l'attrapez. Je promets de ne pas bouger du véhicule de commandement. Le commissaire Lefebvre hésita, mais devant mon insistance et le soutien de Nicolas, il finit par accepter. Cette nuit serait décisive. L'assassin de ma fille allait payer. La nuit dans la zone industrielle de Corba était venteuse et sentait le bitume et l'huile. Une pluie soudaine brouillait les lumières jaunâtres des réverbères. L'entrepôt B12 se dressait, solitaire, au milieu d'une mer de conteneurs. J'étais dans le fourgon de commandement, caché à 500 mètres. Devant moi, des dizaines d'écrans affichaient les images des caméras cachées. Nicolas et le commissaire Lefebvre suivaient chaque mouvement. Rapportez vos positions, chuchota le commissaire. Aigle 1 en position. Équipe 2 couvre la sortie arrière. Équipe 3 prête à intervenir. À l'intérieur, Camille attendait seule. Elle portait une tenue en cuir noir, l'air sombre et dangereux. Dans sa main, une mallette. 23h55.
Le bruit de la pluie sur le toit en tôle étouffait tout le reste. À minuit pile, la porte métallique de l'entrepôt s'ouvrit dans un grincement. Une ombre entra. Il portait un imperméable qui le couvrait entièrement. Il s'approcha de Camille. « Reine des glaces ?» Sa voix était rauque. « Ombre tirait bas corbeau », répondit Camille, la main près de son arme. Il hocha la tête et s'arrêta à 10 mètres. « L'argent et la marchandise ?» demanda Camille. « Je veux voir ton équipement. Je n'engage pas des amateurs. » L'homme ricana et sortit de son imperméable un rouleau de fil de pêche brillant. « Ça suffit. » J'ai fixé l'écran en zoomant sur l'image. Sa carrure était la même que celle de l'homme du cybercafé. « Arrêtez-le » ordonna le commissaire Lefebvre. Immédiatement, de puissants projecteurs illuminèrent l'homme, l'aveuglant. « Police ! Lâchez votre arme !» Les agents spéciaux sortirent de leur cachette en le mettant en joue. L'homme, terrifié, tomba à genoux sans résistance. « Ne tirez pas. Je suis juste venu chercher de l'argent. » Nicolas et le commissaire se regardèrent, déconcertés. Nicolas courut vers lui et lui arracha sa capuche. Ce n'était pas le corbeau. C'était un homme d'âge mûr, émacié, un toxicomane. Il n'avait aucun tatouage. « Qui es-tu ? Où est le corbeau ?» lui cria Nicolas. « Je m'appelle Pascal. Un type m'a donné 100 € pour venir chercher une mallette. Il m'a dit que c'était juste de la contrebande. »« Merde, il nous a eus !» s'exclama le commissaire. Il s'est servi d'un leurre. Dans le fourgon, mon cœur sombra de nouveau. Il avait un coup d'avance. Soudain, l'intercom de Nicolas émit un sifflement et une voix étrange, déformée, s'y infiltra. « Salut, Isabelle. »« Salut, détective Nicolas. » Joli spectacle. Nous sommes tous restés pétrifiés. Il avait piraté notre fréquence. Vous croyez que ce serait si facile de m'attraper ? Il ricana. Je vous vois. Quelle fête animée. Où es-tu ? Hurla Nicolas en cherchant du regard aux alentours. Dans un endroit très proche et très lointain à la fois, continua la voix. Isabelle, ta persévérance m'impressionne, mais tu joues avec le feu. Tu veux savoir ce que ta fille a dit avant de mourir ? J'ai arraché le micro des mains d'un technicien et j'ai hurlé entre mes larmes, tais-toi, ordure. Je vais te tuer. Oh, la mère éplorée se met en colère. C'est touchant. Il a dit que sa maman viendrait la chercher, que sa maman l'aimait plus que tout au monde. Touchant. Dommage que sa maman soit arrivée un peu tard. Son rire s'est planté dans mon âme. C'est mon dernier avertissement, sa voix est devenue glaciale. Arrête, ou il y aura une prochaine victime. Et ce ne sera pas seulement une enfant. Regarde par la vitre droite de la voiture, Isabelle. J'ai levé les yeux. Sur la vitre mouillée, il y avait une note jaune collée à l'extérieur. J'ai ouvert la portière en tremblant et je l'ai prise, dessus était dessiné un visage souriant avec le mot « bombe ». Il y a une bombe ? Tout le monde à terre. Ai-je hurlé de toutes mes forces. Nicolas a entendu mon cri et a ordonné à tout le monde de se disperser, mais il n'y a eu aucune explosion. Les minutes ont passé. Nicolas s'est approché avec prudence. Il n'y avait pas de bombe. Il nous avait encore trompés. Il jouait au chat et à la souris pour nous terroriser. J'ai froissé le papier. La peur s'était transformée en une haine féroce. Il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie, réveiller l'instinct d'une mère. Il se croyait le chasseur et moi la proie, mais il se trompait. La véritable traque venait de commencer et c'est moi qui appuierais sur la gâchette. Le lendemain matin, j'ai reçu un colis sans expéditeur. Mon instinct m'a dit qu'il contenait quelque chose de terrible. Je l'ai apporté au commissariat. Nicolas, le commissaire Lefebvre et un expert en déminage m'attendaient. Après avoir confirmé l'absence d'explosifs, ils l'ont ouvert. À l'intérieur se trouvait une vieille boîte à musique en bois. En s'ouvrant, elle a joué la lettre à Élise, la mélodie préférée de Chloé, mais ce qu'il y avait dedans m'a glacé le sang. Une barrette en forme de papillon bleu, celle-là même que j'avais mise dans les cheveux de ma fille ce matin fatidique, avec des taches de sang séché, le sang de mon enfant. En dessous,
Une photo imprimée, ma fille attachée à une chaise, les yeux emplis de terreur, mais affichant un sourire étrange. C'est un montage, a dit Théo. Il a utilisé Photoshop. Il veut te voir t'effondrer. J'ai tenu la photo en tremblant de rage. Non seulement il l'avait tué, mais il se moquait de sa mort. C'est un psychopathe, a ajouté Camille. Il jouit de la souffrance de ses victimes. Que veut-il? Ai-je demandé. Il veut te rendre folle, a répondu Camille. Il veut que tu vives dans la peur et le désespoir. Nicolas a frappé la table. On ne peut pas continuer à jouer son jeu. Il nous faut un plan plus audacieux. J'ai regardé la barrette ensanglantée et la photo. Une idée folle m'est venue à l'esprit. Il veut me voir souffrir? Je vais lui donner ce qu'il attend. Je vais lui offrir le spectacle qu'il espère. Que allez-vous faire? A demandé le commissaire. Je serai l'appât. Je renoncerai à la protection policière. Je le défierai publiquement. Je deviendrai l'appât parfait pour faire sortir la bête de sa tanière. C'est un suicide, a protesté Nicolas. Je n'ai plus rien à perdre, ai-je souri amèrement. Si ma mort sert à l'attraper, je suis prête. Et puis, j'ai confiance en vous. Vous ne me laisserez pas mourir, n'est-ce pas? Tout le monde a gardé le silence. Il comprenait qu'on ne pouvait pas arrêter une mère assoiffée de vengeance. Le jour suivant, les journaux ont relayé ma conférence de presse choc. À la télévision, je suis apparu dévasté, hurlant devant les caméras avec une photo de ma fille, je me vengerai. Qu'on me montre le visage de celui qui a tué mon enfant. J'offre 1 million d'euros à quiconque donnera des informations sur l'assassin. Et si tu me regardes, viens et tue-moi. Je n'ai plus envie de vivre. J'ai si bien joué que je me suis senti moi-même au bord de la folie. Ensuite, j'ai saccagé ma maison devant les journalistes et j'ai feint un évanouissement. Ce n'était que le début. J'ai vendu la villa d'Écully et mon atelier. J'ai fait don de tout l'argent à des œuvres caritatives, excepté le million de la récompense. J'ai emménagé dans un quartier populaire de Vénissieux. J'ai coupé tout contact. Chaque jour, je faisais semblant de m'enivrer dans des bars miteux, criant et m'effondrant dans la rue. Les gens me plaignaient. Personne ne savait que derrière cette façade, j'étais parfaitement sobre. L'alcool n'était en réalité que du thé. Nicolas et son équipe s'étaient retirés publiquement, mais ils s'étaient infiltrés secrètement dans le quartier, déguisés en livreurs, balayeurs ou vendeurs, me protégeant à distance. La 5e nuit, alors que je buvais seul dans un bar, j'ai senti que quelqu'un m'observait, un regard froid dans ma nuque. J'ai fait semblant d'être ivre. Je me suis levé, j'ai renversé une chaise et j'ai titubé vers les toilettes publiques au fond d'une ruelle. L'ombre m'a suivi. Je suis entré dans les toilettes et j'ai fermé la porte, une matraque électrique à la main, mais personne ne m'a attaqué. En sortant, le couloir était vide. Cependant, en retournant à ma table, j'ai trouvé une note collée au fond de ma bouteille. Vous jouez très bien, Madame Gauthier, mais le thé ne saoule pas. Demain à minuit dans l'impasse derrière le marché. Ne ramène pas tes chiens de garde si tu veux connaître la vérité. Je le savais. Je savais qu'il m'observait, mais il avait accepté le jeu. Il était trop sûr de lui. J'ai froissé la note. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Le lendemain, j'ai continué ma comédie. J'ai rencontré Nicolas en secret dans une boutique où il se faisait passer pour un livreur. Il m'a donné rendez-vous dans l'impasse derrière le marché. C'est son territoire. Nous mettrons une surveillance, mais nous ne pourrons pas nous approcher trop près. Je comprends, ai-je acquiescé. Je me débrouillerai quand je donnerai le signal. Intervenez. Quel est le signal? Je crierai, tuez Moreau. Moreau. Pourquoi? Je me suis souvenu de la déposition de Damien, l'homme qui avait réparé l'ordinateur de papa. J'avais vérifié les factures des 3 dernières années. J'en avais trouvé une pour la réparation d'un ordinateur datant de 2 ans, signé par un certain Moreau. Et plus important encore, j'avais retrouvé une vieille photo de l'anniversaire de Stéphane. Dans un coin, un technicien réparait les enceintes, sur sa main, il y avait le tatouage d'un corbeau. Sur sa main, le tatouage d'un corbeau. Encore inachevé. Tu es incroyable, Isabelle, me dit Nicolas, impressionné. D'accord,
nous attendrons ton signal. Fais attention. Cette nuit-là, j'étais aux aguets. Vêtu de noir, je me dirigeais vers le point de rencontre. L'impasse était sombre et puait les détritus. Je m'arrêtai au milieu. Je suis là. Sors de l'ombre. Criai-je. Silence. Soudain, une voix derrière moi, froide comme la tombe. Tu es ponctuel. Je me retournai brusquement. Le corbeau était là, à quelques pas, sans masque ni capuche. Son visage était si commun qu'il serait facile de l'oublier, si ce n'étaient ses yeux, vides, sans âme, comme deux trous noirs. Et la cicatrice sous son œil gauche. « C'est toi, le corbeau » demandai-je en serrant ma matraque électrique. « Tu peux m'appeler Moreau. Tu as déjà découvert mon nom, n'est-ce pas? Tu es plus maligne que je ne le pensais. Pourquoi as-tu tué ma fille » grognai-je. Ce n'était qu'une enfant. Elle n'y était pour rien. La faute en revient à son père, un imbécile cupide. Elle a juste eu de la malchance, elle m'a reconnu. Elle avait une trop bonne mémoire. Ma règle est de ne jamais laisser de témoin. Il s'approcha en jouant avec un cran d'arrêt. Tu sais? Quand je l'ai étranglée, elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste fixé avec les mêmes yeux que tu as en ce moment, remplis de haine. J'aime ce regard. Ça m'excite, espèce d'animal. Je ne pus me contenir et je me jetai sur lui, mais Moreau fut plus rapide. Il m'esquiva et me fit un croc en jambe. Je tombai dans une flaque d'eau, il me frappa violemment les côtes. Tu crois que ces petits jouets te serviront à quelque chose? Ricana-t-il en s'accroupissant et en posant la lame sur ma joue. Je t'ai vu t'entraîner avec ce détective. Des griffures de chaton. Il m'attrapa par les cheveux et plaqua le couteau sous ma gorge. C'est fini, Madame Gauthier. Tu vas bientôt rejoindre ta fille. Je t'envoie prendre soin d'elle. Je sentis la lame froide contre ma peau. L'odeur de mort qui émanait de lui me donna la nausée. Il crut que j'étais un agneau attendant la mort, mais il se trompait. Une mère qui a perdu son enfant n'est plus un agneau, c'est une louve blessée. Tu te trompes, Moreau, chuchotai-je. De quoi? S'arrêta-t-il, surpris par mon calme. Je ne me suis pas entraîné pour te vaincre, je me suis entraîné pour mieux encaisser les coups. Et avant qu'il ne puisse comprendre, j'agis. Je ne tentais pas de m'échapper. Je me jetai en arrière, frappant son visage avec mon crâne. Crac. Le bruit de son équille se brisait. Moreau hurla de douleur et me lâcha. Le sang gicla. J'en profitai pour rouler au sol et sortir ma matraque électrique. Tu es Moreau. Hurlai-je, donnant ainsi le signal. Il vacilla en se couvrant le visage. Salope, je vais te tuer. Il se jeta sur moi en lançant des coups de couteau au hasard. J'esquivai un coup mortel, mais la lame m'entailla le bras. Je serrai les dents et lui plantai la matraque dans l'estomac. Moreau se convulsa sous la décharge électrique et tomba au sol en écumant, mais il était robuste. Il tenta de se relever en cherchant son arme. Juste alors, des pas résonnèrent dans l'impasse. Des lampes torchées nous aveuglèrent. Police. Les mains en l'air. Nicolas fut le premier à arriver. Il envoya un coup de pied dans la poitrine de Moreau, le projetant contre les poubelles. Deux autres agents l'immobilisèrent. Le visage dans la boue, Moreau continuait de rire. Vous croyez que parce que vous m'avez attrapé, c'est fini? Le jeu ne fait que commencer. Nicolas le releva brutalement. Tais-toi, c'est fini pour toi. Je me relevai en tenant mon bras sanglant, regardant mon ennemi vaincu. La haine se dissipa, laissant place à un vide épuisant. Je m'approchai de lui. Tu as perdu. Pas parce que Nicolas ou la police sont meilleurs, mais parce que tu ne comprends pas le pouvoir de l'amour d'une mère. Tu n'es qu'un démon solitaire et pathétique. Moreau me regarda et, pour la première fois, je vis une hésitation dans ses yeux. Il allait dire quelque chose, mais garda le silence. Nicolas banda ma plaie. Tu as été incroyable, Isabelle. Tout est terminé. Je m'appuyai sur son épaule, pleurant en silence. La pluie avait cessé. Un coq chanta au loin, annonçant un nouveau jour sur Lyon. 3 mois plus tard, le procès eut lieu. La salle était comble.
Stéphane, mon ex-mari, semblait avoir vieilli de 10 ans. Il n'osa pas me regarder. Pour avoir été l'instigateur de l'enlèvement, il fut condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Moreau, le tueur, resta impassible. Durant l'enquête, pour tenter d'éviter la perpétuité réelle, il confessa l'emplacement de cette autre victime, des disparitions qui furent enfin résolues. Mais ces crimes étaient trop atroces. Le juge le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté. La salle éclata en applaudissements. La justice était rendue. En l'emmenant, Moreau me regarda. Il ne souriait plus. Je vis de la peur dans ses yeux, la peur d'affronter sa propre fin. Je le regardais avec calme. Je ne ressentais plus de haine. Je sortis du tribunal et allai directement au cimetière. La tombe de Chloé se trouvait sur une petite colline avec vue sur le Rhône. Je déposai un bouquet de marguerites blanches et la boîte à musique. Chloé. Maman a réussi. Les méchants ont payé. Repose en paix. Je m'assis et lui parlai pendant longtemps. Je lui racontai mes projets. Avec le 1 million d'euros de la récompense, j'ai créé une fondation à son nom, la Fondation Chloé, pour aider à retrouver les enfants disparus et soutenir les plus démunis. J'ai recommencé à dessiner, ma nouvelle collection s'appelle Renaissance, inspirée par les papillons, un message de vie et d'espoir. Tous les bénéfices iront à la fondation. Nicolas s'approcha. Tu as fait du bon travail, Isabelle. Ta fille serait très fière de toi. Merci, Nicolas. Je lui souris. Sans toi, je ne sais pas si j'y serais arrivé. Nous sommes une équipe, sourit-il. Un de ces rares sourires qui illuminaient son visage buriné. Le vent souffla, soulevant les pétales blancs des marguerites qui dansaient dans l'air comme de petites âmes. Je les suivis du regard, le cœur plein d'espoir. La douleur ne disparaîtra jamais, mais elle deviendra la force de continuer à vivre, à aimer et à aider. Car je sais que quelque part, ma petite Chloé me regarde et me sourit. La vie continue, et la lumière de la justice brillera toujours, dissipant les ténèbres du mal.